c'est Tweed qui n'a toujours pas allumé sa caméra. J'espère que vous allez bien. Voilà. Hop, j'allume les lights. Voilà. Du coup, les gars, aujourd'hui, mis à part mon fond vert que attendez 5 secondes, bah maintenant c'est notre marque de fabrique. Hein. Des lights catastrophiquement catastrophiques. Voilà, donc mon fond vert là. Déjà, j'ai essayé de le paramétrer. Il marche pas, c'est bien. Du coup, hop. Là, ça devrait être bon. Oula, j'ai failli tomber, c'est bien. Du coup, allez, c'est tu pars. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez ce décor comparé à genre hier. Comparé à voilà, vous m'entendez bien. Voilà, ça me fait plaisir. Du coup, les gars, aujourd'hui, React Failed Up, hein, comme dans le titre. Nous allons react aux Anomalies du Web partie 1 et partie 2. Voilà, du coup, commençons directement. Hein. Allez, je vous dérange pas plus. C'est tu pars. Pour plus d'informations, bonne vidéo. Cette émission est déconseillée aux personnes les plus sensibles. On est des hommes ici. Aujourd'hui, les 2/3 de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Ouais, c'est pas faux. Que ce soit à travers d'applications, de services. C'est vrai qu'avant le World Wide Web, le web, personne n'utilisait à part l'armée, je crois. Et là, c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé en à peine 20 ans. C'est énorme. De jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter les parts les plus étranges, les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus, et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée Anomalie du web, regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. J'adore la musique. Banger. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-format au sein des Findings que j'ai appelé les anomalies du web. Vous avez pu voir au fur et à mesure du temps plusieurs mini-séries apparaître sur ma chaîne YouTube, que ce soit la face cachée de YouTube, la face cachée de Reddit, la face cachée des jeux vidéo, ouais, et à chaque fois le concept était le même, prendre une sélection de petits sujets qui ne pouvaient pas passer dans une plus grande vidéo. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus envie de sortir de ces cases. Reddit, YouTube, les jeux vidéo, c'est des cases qui sont assez arbitraires. J'ai envie de vous faire une émission où je peux vous raconter absolument tout ce que je trouve sur Internet. Des trucs qui sont plus courts mais aussi beaucoup plus bizarres, des trucs ultra niches. J'ai envie de vous raconter des tonnes d'histoires très bizarres que j'ai accumulées au cours des années. Et vous allez voir, ça peut être vraiment n'importe quoi, ces histoires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Des trucs qui peuvent s'expliquer en 5 minutes comme des trucs qui pourraient être élaborés pendant plus de 30 minutes. Ici, ça va être aléatoire. Ah ouais, les anomalies du web, vraiment... Et pour vous donner un peu une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler, les 3 prochains épisodes de Findings seront des éditions de ce nouveau format, les anomalies du web. Le prochain épisode devrait sortir normalement dans 2 semaines, et le 3e sortira quelques temps un peu après. De base, je voulais les sortir les 3 à la suite, mais ces épisodes m'ont demandé un peu plus de travail que prévu. Il n'y a toujours pas eu le 3, malheureusement. On l'attend. Il y a eu la vidéo sur FNAF qui dure 4 heures, qu'on va pas réagir ensemble. Oh putain. J'espère que ce nouveau format vous plaira, c'est un peu stressant de faire un truc comme ça, et j'espère également que vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette sélection de 4 sujets particulièrement bizarres. Allez, c'est Tipar. Tipar pour la partie flippante. Ce sujet-là, je voulais en parler depuis un moment, mais j'en ai pas parlé parce que, comme vous allez le voir, c'est très frustrant. C'est le genre de sujet typique des faces cachées de Reddit que je faisais, et celui-ci me rend complètement perplexe. En février 2019, l'utilisatrice Blue Black Jupiter crée son compte Reddit, bien que selon son premier commentaire, elle visitait déjà le site depuis longtemps sans avoir de compte. Quand le Covid va commencer, elle va créer plusieurs posts sur des subreddits d'échange pour le nouvel Animal Crossing qui venait de sortir, et donc tout semblait être parfaitement normal. Ouais, pour l'instant ça va, c'est normal, mais elle va partir en couille comme dans toutes les histoires. Dans la vie de cette utilisatrice. En septembre 2020, elle arrête de poster, et elle revient presque un an après, en juillet 2021, en faisant un post sur un subreddit tout autre, le subreddit RBI.
Le RBI, ou Reddit Bureau of Investigation, c'est un subreddit pour enquêteurs amateurs qui essayent de résoudre des situations mystérieuses ou inquiétantes arrivant à des utilisateurs de Reddit. Souvent, ça implique des enquêtes pour retrouver des gens disparus, expliquer d'étranges mails ou messages textes et d'étranges situations inexpliquées qui pourraient ne pas être considérées. Ça, c'est pas des trucs du taf de la police, mais bon. Et assez sérieuse ou crédible aux yeux de la police. Et le post de cette utilisatrice s'intitule « Mon voisin du dessus me stalk. Preuve en vidéo ». Ouais. Elle commence son post en expliquant qu'en septembre 2020, elle a déménagé dans un nouvel appartement. Quelque temps après, son psychologue va remarquer un changement dans son comportement. Elle avait l'air mal à l'aise et tendue. Blue Black Jupiter va se rendre compte qu'en effet, elle était beaucoup plus mal ces derniers temps, mais elle était incapable d'expliquer pourquoi. Donc elle va observer un peu son quotidien et identifier ce qui l'empêchait de se détendre. Et là, elle va remarquer un truc. Un truc incompréhensible qui se passait dans son propre appartement. À chaque fois qu'elle se déplaçait dans son appartement, à chaque fois qu'elle changeait de pièce, elle pouvait entendre les pas de sa voisine du dessus suivre sa position pour se retrouver à l'endroit exact où elle se situait, avec juste un étage de différence. Pire encore, parfois, au lieu de simplement marcher... Mais déjà, comment elle fait, genre... Le mur, il est pas transparent, enfin. Comment tu fais ça? Elle montrait sa présence en marchant d'un pas lourd et bruyant, comme pour lui signifier qu'elle la suivait. Elle va d'abord penser à une coïncidence, et donc elle va commencer à prendre des notes au cours du temps. D'abord, elle va réaliser à quel point c'était systématique. Pendant les premiers mois, elle le faisait absolument à chaque fois que je me levais pour faire quelque chose, même durant les moments les plus intimes, comme lors de mes douches ou quand j'utilisais les toilettes. Elle nous donne dans son post également quelques informations intéressantes sur sa voisine. D'abord, elle ne l'aurait jamais vue une seule fois quitter son appartement et elle ne l'aurait jamais vue avoir la moindre invitée avant le mois de mai 2021. La seule fois où elle aurait eu des visites, c'était de la part de locataires de l'étage de Blue Black Jupiter, et ceux-ci ont déménagé un peu plus d'un mois après. Elle précise également qu'elle n'entend pas son voisin du dessous et qu'elle entendait à peine les voisins qui habitaient juste à côté de chez elle avant qu'ils déménagent. Et pourtant, elle entend distinctement les piétinements. Mais genre, c'est un fantôme ou c'est comment là? C'est un fantôme, je pense, où elle l'espionne avec des caméras. Enfin, j'ai pas d'autre idée. L'alarme incendie et la douche de sa voisine. Maintenant, allons un peu plus loin dans le mystère. L'utilisatrice a contacté son proprio en octobre 2020 pour se plaindre, tout en restant vague pour ne pas paraître dingue. Celui-ci lui a répondu que personne n'a jamais réussi à entrer dans le logement de sa voisine. Ainsi, à l'époque, elle a appris que 2 personnes y vivaient et qu'une des 2 personnes était au chômage. Mais ce colocataire aurait déménagé quelque temps après, laissant la voisine seule. Le proprio aurait fini par répondre à Blue Black Jupiter qu'il allait régler le problème en personne avec la voisine, ce qui est étrange étant donné que c'était le Covid et le confinement. Après ça, quelques temps vont passer sans la moindre réponse avant que son propriétaire n'embauche une agence immobilière, rendant toute communication directe impossible. Elle va continuer en disant qu'énormément de gens déménageaient régulièrement de l'étage de sa voisine, sans raison, et qu'un jour elle a retrouvé en face de sa porte une bouteille de Javel, avec photo à l'appui. Comment ça? Ceci a des connotations racistes et les... Oui, comment ça, raciste? Oui, une bouteille de Javel. Mais c'est qui se fout du bus? Les attaques à l'acide et à la Javel ne sont pas rares en Europe. Je pense que c'est probablement elle qui a fait ça. Pire encore, l'utilisatrice va se rendre compte assez vite que parfois, sa voisine réagissait à des mouvements ou des choses qui étaient impossibles à voir autrement qu'en étant dans la pièce avec elle. Elle suspecte donc la présence de caméras cachées partout dans son appartement, augmentant donc son état de stress significativement. Alors je sais que ce détail va peut-être vous faire tiquer. Ça ressemble quand même pas mal au profil d'une personne psychotique qui a des délires paranoïaques. La psychose Bah tu m'étonnes, délire psychotique paranoïaque. peut en effet amener une personne à se sentir observée, et une manière de le rationaliser peut être la croyance infondée que des caméras filment l'individu. C'est un scénario qui revient assez souvent, c'est normal que l'hypothèse vienne. Ça veut pas dire que toute personne se sentant observée expérimente de la psychose, et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut prendre ce genre de témoignage autrement qu'avec sérieux et respect. Ici, comme c'est demandé par la personne qui a créé le post, on essaye d'expliquer un phénomène, donc c'est normal que l'hypothèse d'une perception altérée de la réalité soit envisagée, surtout que les caméras de surveillance cachées sont un motif récurrent des idées délirantes. Sauf que cette fois-ci, pas vraiment. Pour 2 raisons. D'abord, ça a été son premier réflexe à elle. Elle en a parlé à son thérapeute, qui lui a fait faire un test pour toute forme de psychose ou de schizophrénie, et tout est revenu négatif. Elle proposait même, à l'époque, de partager les documents de son évaluation psychiatrique au modérateur du subreddit. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a des preuves vidéo. Plus de 10 minutes de preuves. Et c'est assez terrifiant. Comment ça? On voit Blue Black Jupiter changer de pièce, suivi instantanément par les pas de sa voisine. Ah mais c'est vrai! C'est des vidéos assez convaincantes, et c'est tout de suite beaucoup plus flippant.
entend cette voisine réagir à des bruits qu'elle n'est pas censée entendre. C'est rare. L'utilisateur. On entend sur le bruit de pas particulièrement fort. Oui. Du coup, c'est vrai. Dans les textes de la vidéo rajoutés par l'utilisatrice, on peut lire qu'elle effectue ses frappements rapides tôt le matin, jusqu'à aussitôt que 2h du matin, quand Blue Black Jupiter prend sa douche. Elle le fait pendant des durées allant jusqu'à 1 heure. C'est du harcèlement complet. Tout ça m'a causé une quantité significative de peur et a exacerbé mes problèmes médicaux. J'ai perdu des mois de travail et j'ai passé un quart de ma location à vivre avec des amis. Je vis dans la crainte que cette personne me fasse du mal, car elle est en fixation sur moi, 24 heures sur 24, et ne quitte jamais son appartement. Oui. Comment ça? Je trouve ça terrifiant. Même si je suis assez sceptique sur quelques points, c'est assez crédible. On va garder ce scepticisme pour un peu plus tard. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après? Dans un premier temps, elle a été très active sur son post. On y apprend pas mal de détails intéressants. D'abord, elle aurait déjà invité des amis à elle qui ont aidé à valider ses spéculations. Mais lorsque ces amis sont là, la voisine est généralement moins active. Et quand l'utilisatrice s'en va... Mais même quand il y a ses potes, du coup, la voisine, elle sait qu'il y a ses potes. C'est-à-dire, c'est sûr. La voisine suit quand même les gens, mais beaucoup moins. J'ai essayé toutes les astuces possibles et inimaginables, et elle m'imite toujours. Je marche sur la pointe des pieds, je cours partout, je passe rapidement d'une pièce à l'autre, je me précipite soudain dans une autre pièce, etc. Elle réussit toujours à me suivre. Des gens lui ont donné des conseils quant à son installation Wi-Fi ou sur comment trouver des caméras cachées dans son appartement, et elle a été rassurée de voir qu'après un démontage de ses lumières, de son plafond, de ses ventilations, de ses murs, des crevasses dans ses murs, dans ses installations électriques, dans ses alarmes incendie et des analyses malware de son ordinateur et de son téléphone, qu'aucune caméra n'était trouvable dans son appartement. On apprend aussi qu'elle a essayé de traîner sa voisine en justice, des plaintes qui n'ont mené à rien, tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de justification, de motif derrière ses agissements. Mais la chose la plus bizarre dans tout ça, c'est que le premier post qu'elle a réalisé sur le sujet date du 8 juillet 2021. 2 jours après, elle postait le dernier commentaire de l'histoire de son compte. Comment ça? Elle n'a plus jamais reposté après. Oui. Elle a disparu complètement du jour au lendemain. Peut-être ça. Comment ça? Maintenant, il y a 2 possibilités pour expliquer toute cette histoire. Soit Blue Black Jupiter est vraiment stalkée par sa voisine, soit elle souffre d'un épisode psychotique léger. Et si j'ai été très en faveur de la théorie du stalking, il y a plusieurs choses à noter vis-à-vis de la théorie de la santé mentale de l'utilisatrice. D'abord, c'est pas une coïncidence. Genre, direct, quand elle va dans une pièce, il y a sa voisine qui la suit direct. C'est pas une coïncidence. Le commentaire ne ressemble vraiment pas à l'image classique d'une personne en crise paranoïaque. Il y a un énorme recul face à la situation. Elle est très ouverte au scepticisme quant à ses théories les plus farfelues sur la situation et agit avec une énorme peur de ne pas être crue, car elle est consciente du fait que c'est invraisemblable. Elle précise de nombreuses fois qu'elle ne croit pas au gang stalking et autres croyances souvent associées au délire paranoïaque. Mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut remettre en perspective. D'abord, elle a vraiment beaucoup posté. Genre beaucoup. J'ai vu beaucoup de cas de ce type et j'ai également très rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Elle est vraiment très investie car elle est clairement en détresse psychologiquement. Maintenant, revenons sur la vidéo. La vidéo, elle est convaincante si on fait confiance à celle-ci, mais la vérité c'est que déjà, plusieurs fois dans la vidéo, les bruits de pas sont très peu audibles. Ouais, portez un casque là parce que c'est très léger. Je vais pas vous jouer toute la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de... Non, là, je les ai entendus, mais c'est très léger. C'est genre un petit peu... Voilà, tu vois, c'est comme ça un peu. C'est très léger. Moment où elle nous dit qu'il y a du bruit alors qu'il n'est absolument pas audible, même avec des analyses du spectrogramme du son. Blue Black Jupiter est également, certes, très ouverte au scepticisme, mais elle répond majoritairement aux commentaires qui sont d'accord avec elle. Il y a beaucoup de gens qui émettent beaucoup de points intéressants qu'elle semble complètement ignorer. Mais je pense que peut-être... Elle avait fait la voisine quelques fois par hasard. Et après, elle est partie en couille, quoi. Et elle pense que tous les bruits venant du haut, c'est des bruits de pas. Et plus important encore, une partie que je vous avais omise de son discours, c'est qu'elle pense, dû au comportement des autres personnes habitant dans son complexe d'appartements, que, je cite, « quelqu'un sait quelque chose ». Elle semble soupçonner une théorie du complot, ce qui semble être, avec la théorie des caméras de surveillance, une théorie quand même très extrême. Concrètement, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent à de la psychose dans cette histoire. Ce qui me laisse à penser que la vérité est peut-être un mélange des 2 hypothèses, quoi.
Je pense que cette utilisatrice possède une voisine du dessus très bruyante, probablement très agitée régulièrement et qui se plaint facilement du bruit à cause peut-être de billets racistes, mais qu'un basculement dans la santé mentale de Blue Black Jupiter autour d'une période de changement majeur dans sa vie, un déménagement suivi par des confinements dus à une pandémie mondiale, aurait pu faire interpréter par cette femme des bruits de déplacement comme des bruits se rapprochant d'elle, des bruits de quelqu'un qui la suit, alors que ce n'est peut-être juste pas le cas. Ça expliquerait aussi pourquoi la présence de quelqu'un avec elle atténue, voire arrête les bruits. Peut-être que sa perception est plus ajustée quand quelqu'un lui donne sa perspective. En bref, j'ai pas mal de scepticisme quant à cette histoire, et l'argument qui me convainc pas mal, ça reste l'arrêt complet de ces posts. Dans plusieurs cas de ce type que j'ai pu voir au cours de ces années de findings, l'arrêt de ce genre de post corrèle avec une réalisation de la part de l'auteur de la publication que celui-ci s'était trompé sur toute la ligne ou que sa perception était défaillante. L'arrêt des posts correspond à une honte de l'auteur qui, à cause du stigma répété sur les maladies mentales amenant à une psychose, aurait préféré se cacher que de l'expliquer. À mon avis, ouais, c'est ça. Hein. Et après, genre, elle a, je sais pas moi, revisionné ses rushs et tout. Elle s'est dit non, c'est impossible. Et elle a tout supprimé. Dans tous les cas, j'espère que l'utilisatrice a pu trouver de l'aide, car peu importe la manière dont on interprète sa situation, celle-ci est en danger. Bah, tu m'étonnes, elle est en danger. Anomalie, 2006, volleyball incident. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'incident de volleyball de 2006 ? Non, toujours pas. J'étais même pas né. Non ? Selon cette théorie du complot, c'est normal. Sur internet, il existe une rumeur selon laquelle en 2006, il y aurait eu un attentat lors d'une partie de volleyball dans une école aux USA. Le sujet aurait été traité plusieurs fois dans les médias quand ça s'est passé, mais pour une raison étrange, il est impossible de trouver des informations liées à ce sujet datant de l'époque sur internet, comme si tout avait été supprimé par des gouvernements pour étouffer l'affaire. La rumeur est très niche, et peu de gens expliquent réellement ce qui s'est passé durant cet événement, le décrivant juste comme un incident d'une cruauté et d'une violence inouïe qui aurait emporté plusieurs victimes innocentes. Personne ne semble savoir également pourquoi celui-ci aurait été réduit au silence. Certains pensent que ce serait lié à l'identité d'une des victimes, ou justement du coupable. Certains pensent que c'est pour des raisons politiques, et d'autres pensent que c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, quelque chose de beaucoup plus inexplicable, qui pourrait remettre en question beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. On trouve de nombreuses personnes parler de cette théorie du complot étrange depuis environ 8 ans sur internet, et vous trouverez toujours des tonnes d'internautes vous assurant que c'est une vraie histoire, qu'ils s'en souviennent, que c'est arrivé. Et pourtant, aucune archive n'existe. Ouais, c'est typiquement ce genre de sujet qui va être traité dans ce type de vidéo, hein. C'est des trucs qui méritent pas une vidéo entière, mais qui méritent vraiment votre attention tellement c'est chelou, quoi. Alors, quelle est l'origine de cette rumeur bizarre ? Alors tout commence en 2017 avec un thread 4chan anonyme sur le board Poll, ou le board politiquement incorrect, dédié aux discussions les plus d'extrême droite du site. Ce thread présentait un mème avec ce format connu, utilisé ici de la même manière que les mèmes iceberg, qui apparaîtront massivement un peu plus tard. Cette sorte de proto-iceberg avait pour thème les théories du complot, et plus elles sont basses dans le classement, moins elles sont connues, ou plus elles sont cheloues. Dans le dernier tiers, le plus profond, on trouve des trucs comme Cicada 3301, l'effet Mandela ou le basilic de Cicada 3301, c'est l'organisation bizarre là, qui avait fait des épreuves sur Twitter, je crois. Rocos Basilisk, je crois qu'on avait réagi à Basilisk, ou peut-être c'est pas la même chose, hein. Et Mandela, genre c'est Mandela Catalogue, je sais pas. Des trucs un peu niches, mais quand même connus. Mais on trouve surtout un truc très très étrange. L'origine de notre mystère, 2006 Volleyball Incident. Voilà, l'incident de volleyball de 2006. C'est bizarre. Sauf qu'à l'époque, quand on cherchait le sujet, au contraire de tous les autres sujets de l'image, on ne trouvait strictement rien, aucune info. Complètement impossible de trouver le sens de cette entrée qui, définitivement, avait l'air beaucoup plus obscure que les autres. Donc naturellement, il n'a fallu que quelques commentaires pour que les gens demandent en masse la signification de cette entrée. J'aimerais bien parler du truc sur le volleyball là, car je n'ai rencontré qu'une personne IRL et 2 personnes sur internet qui savaient quelque chose à son sujet. J'aimerais bien en savoir plus là sur l'incident de volleyball. C'était le premier truc que j'ai googlé. Explique. Mais ça existe pas, genre, c'est une théorie du complot. Genre, c'est faux, quoi. L'utilisateur qui avait créé l'image va décider de répondre et va donc créer la première explication de cet incident qui existe sur internet à ce jour. L'incident de volleyball de 2006 serait une petite explosion ou une fusillade durant un match de volleyball quelque part dans le Dakota ou le Nebraska. L'utilisateur en aurait entendu parler dans plusieurs journaux à l'époque alors qu'il était autour de ces 2 états et se souvient en avoir parlé à des amis lors d'une partie de jeux vidéo en ligne et ceux-ci s'en souvenaient également. Et il aurait vu 2-3 fois le sujet être mentionné dans des threads sur 4chan. Il y aurait eu entre 17
17 et 24 morts, personne ne s'en souviendrait, personne n'en parlerait et il aurait mis cette entrée dans l'iceberg en espérant que des gens s'en souviennent et puissent éclaircir pourquoi cet événement n'a pas été retenu dans l'histoire. Donc comme je vous ai dit, c'est la plus vieille description de cette théorie du complot qu'un utilisateur ait pu poster sur internet et qu'on ait pu trouver, mais au cours du temps, de nombreux autres utilisateurs vont mentionner brièvement ce sujet dans des threads, avec une histoire similaire à chaque fois d'une catastrophe qui aurait été étouffée par le gouvernement pour des raisons obscures. Lentement, la rumeur va se déformer et un élément va beaucoup être pris en compte, le fait que la mémoire collective du lieu de l'incident soit étalée sur plusieurs endroits, plusieurs États en Amérique. Certains vont aller très loin en expliquant que cet événement transcenderait l'espace et le temps et que ce serait Ils sont géants les États. Comment ça c'est étalé sur 3 États? À mon avis, c'est fou. la raison même de sa censure. Mais ça, c'est vraiment les gens qui vont très très loin. Les détails sur les événements vont changer au cours du temps, les gens vont commencer à changer un peu la localisation, parfois ça va être l'Utah, parfois ça va être l'Oregon, le nombre de morts va varier, augmenter, diminuer. C'était la véritable naissance d'un mythe. Sauf que tout va changer le 14 juin 2024, quand Mudahar de la chaîne Some Ordinary Gamers va poster une vidéo d'exploration du dark web. C'est un truc qu'il fait souvent sur sa chaîne, il va sur le darknet, il va sur des sites, etc. et il montre un peu les bizarreries glauques qu'il y trouve. Sauf que cette fois-ci, il était en train d'explorer des threads de l'image board similaire à 4chan appelé TrashChan, situé sur le darknet. Et il est tombé sur un fil de discussion dédié aux théories du complot. Dans les commentaires du thread, le sujet du 2006 volleyball incident est vite abordé et un utilisateur répond en montrant plusieurs photos qui seraient issues d'un enregistrement amateur confidentiel de l'incident par une des victimes ou un des perpétrateurs. Dans la vidéo de Mudahar, quand il tombe sur ces images, sa réaction est sans appel. Oh my god. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. That is so messed up. That is actually the most chilling thing I've seen. On voit à sa réaction que les images seraient sordides et une d'entre elles arbore même un énigmatique message interdit de publication signé par une organisation mystérieuse nommée CBI. À ce moment-là, le mystère a été relancé. Non. Et c'est aussi là que je vais vous le démystifier. Vous vous en doutez, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un truc qui s'est passé. D'abord, parlons des images, car elles sont souvent très diffusées pour illustrer cet incident. La principale image qui est diffusée, c'est celle-ci. Cette image d'une cour de volleyball dans une école américaine avec un filtre VHS marquant la date du 27 septembre 2006. En plus de cette image, on en trouve 5 autres, et celles-ci sont un peu plus explicites. Mais je vais arrêter très vite la spéculation et vous dire que celles-ci sont des Photoshop assez grossiers. Et ces deux images où on ne voit pas nécessairement de sang et que je me permets de vous montrer sont assez clairement basées sur des générations d'IA sur lesquelles on a appliqué des effets. On peut le voir notamment la présence de lignes sur le sol qui ne correspondraient absolument à rien en termes de démarcation de terrain pour les règles du volleyball. On peut également voir que l'image avec le texte CBI Not for Release fait très fausse et ne correspond pas au style ni au format des 4 autres images. Et il y a également la présence de lignes de terrain blanches sur 2 images et de lignes de terrain noir sur d'autres. Bref, il n'y a pas de corrélation entre les deux et ça m'a l'air clairement d'être un filtre VHS assez facile à faire avec des logiciels. Bref, c'est trop incohérent. Ces images ont l'air clairement fausses. La seule qui fait un peu vrai, c'est celle-ci. La première, et c'est aussi celle qui ne contient pas la moindre trace de contenu obscène. Mais figurez-vous que cette photo également est débunkable. De 2 manières. D'abord, la compliquée. Des utilisateurs sur Reddit ont assez vite trouvé que cette photo était très probablement un edit avec un filtre VHS d'une photo prise dans la salle de sport du lycée Utica High School dans le Michigan. Vous pouvez voir que beaucoup d'éléments correspondent entre les deux. Ça paraît assez parfait comme comparaison. Or, si on cherche, il n'y a jamais eu d'incident lors d'un match de volleyball dans ce lycée ou dans aucun autre lycée du district en 2006. Il y a eu des faits divers concernant ce lycée et la ville d'Utica qui n'a rien à voir là-dedans, mais rien d'au moins à peine similaire. Et la deuxième manière de débunker le truc, c'est la manière plus simple, c'est de se dire qui, en 2006, enregistrerait avec une VHS un événement de ce type. Sachant qu'à l'époque, c'est soit des handycams numériques, soit des caméras qui utilisent des cassettes DV qui n'ont absolument pas le look de la VHS. Donc visiblement, il semblerait que toutes ces images soient un canular. Mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de personnes sur Internet qui vous assureront que tout ça est vrai et qu'ils s'en souviennent assez bien malgré le manque de documentation. Il semblerait que ce soit un rare cas d'effet Mandela où un souvenir collectif faux apparaît spontanément chez plusieurs personnes qui n'ont jamais été mis en contact. Comme l'exemple très connu de la mascotte de Monopoly qui ne possède pas de monocle, au contraire du souvenir de la plupart des gens. Il y a également la possibilité que le gars qui a créé la première image à l'origine... Comment ça, Monopoly, il a pas de monocle?
bref. Du truc, et eu l'idée de faire ça, de créer un mythe de cette manière, ce qui était plutôt malin étant donné que ça a plutôt bien marché. Donc plusieurs centaines de personnes en Amérique ont emmêlé plusieurs faits divers de fusillade dans un lycée pour former ce mythe étrange, et il reste juste plus qu'à trouver quels vrais événements tragiques ont pu être déformés dans ce souvenir partagé, bizarre et spontané. Ça doit être bizarre. Si c'est basé sur quelque chose de vrai, ça doit être pas fou. Bon allez, anomalie 3, Zipline. Ouais, c'est quoi cette merde là? Je vais baisser le son de mon casque là. La vidéo que vous êtes en train de regarder est une vidéo qui a été postée le 24 avril 2024. Elle montre juste une jeune femme jouer du piano en portant un masque. Le tout filmé par une caméra d'assez mauvaise qualité. Putain. La raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que cette vidéo ne possède pas de titre. Et pourtant, elle compte 4 millions de vues. Mais comment ça? Je peux mettre un titre, non? Je peux mettre un titre. Ce genre de mystère, c'est le genre de truc que j'adore et je sais jamais quand en parler. Cette vidéo a pour origine une chaîne YouTube du nom de Zeppelin, et encore aujourd'hui, personne ne sait qui est derrière ce compte, et surtout pourquoi elle a autant de vues. Enfin, si, on sait pourquoi elle a autant de vues. Elle s'est retrouvée dans les recommandés de plusieurs millions de personnes sans aucune raison. Et ça a également été le cas pour moi à l'époque. J'avais cliqué sur la vidéo en pensant qu'il s'agissait d'une classique vidéo horreur datant des années 2000. L'esthétique, le grain de la vidéo et le côté très homemade m'avaient fait beaucoup penser à des trucs comme I Feel Fantastic ou Blank Room Soup, mais j'ai été surpris de voir que c'était une vidéo récente. Ce genre de vidéo ne devrait pas amasser autant de vues. Mais figurez-vous que c'est pas tout, parce que plus on creuse, plus on fait des analyses sur la vidéo, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. D'abord, la miniature de la vidéo ne correspond à aucun moment de la vidéo elle-même, elle est séparée du reste et elle permet de mieux discerner le masque utilisé, mais aussi la robe de la femme. Aussi, regardez ce truc avec écrit. T'es sûr c'est une femme? Il est à l'envers. Donc l'image de la vidéo a été inversée en miroir. Également, la musique jouée au piano n'a jamais été retrouvée et semble être clairement plutôt une improvisation. Ouais, c'est bon pour ça. Je pense que c'est normal. Et enfin, si on regarde la localisation géographique de la vidéo, elle viendrait de Hell ou Enfer en français. À l'époque, quand la vidéo est sortie, il y a eu pas mal de spéculations quant à sa signification. Des théories qui parlaient de mort, des théories qui parlaient de religion, des théories qui parlaient d'identité de genre et notamment des spéculations sur le genre de la personne qui jouait du piano. Chaque élément a été scruté, analysé et considéré comme un symbole. Mais au fur et à mesure que celle-ci gagnait en popularité, rien ne semblait aller vraiment quelque part. Et c'est à ce moment-là, au milieu de la confusion, que la chaîne Zeppelin a posté 2 vidéos qui, aujourd'hui, ont été mises en privé. La première s'appelait beardance.mp4. Une vidéo d'une personne dansant très simplement avec en fond toujours ce même piano. C'est pas flippant ça. À mon avis, c'est la même. D'ailleurs, vers la fin, le piano augmente en intensité. Putain, non! Non! Pas de screamer, please! Faisant tomber l'ours. Ça va. Et la deuxième vidéo, elle, s'appelait Family et montrait une scène assez difficile à discerner à cause de la qualité. On voit au centre toujours la même joueuse de piano, avec à droite de l'image une nouvelle personne, toujours avec un masque qui tient un fil qui maintient à gauche du cadre la tête d'ours de la précédente vidéo, en lévitation au-dessus du reste du costume. À la fin de la vidéo, elle lâche le fil, qui fait tomber le masque. Non, pas de screamer, please! Pas de screamer! Ces vidéos ont été respectivement postées le 8 mai et le 18 juin 2024 et ont chacune duré que quelques jours avant d'être supprimées. Elles ont été également localisées respectivement au paradis, ou heaven, et ensuite à la maison, ou home en anglais. Donc il s'agit de 3 vidéos, toutes situées dans des endroits abstraits, avec tout un poids symbolique, qui sont localisés dans un endroit imaginaire, du coup, ça c'est Hell, commençant par un H. On a l'impression que ça pourrait avoir un sens, mais en vrai, personne n'arrivait à trouver. C'est ça que je trouve fascinant avec cette vidéo, c'est que c'est un ovni isolé, personne ne sait pourquoi elle a autant fonctionné d'un coup, et il n'y a aucune justification quant à son existence. Ce genre d'ovni isolé, ça donne envie d'une chose, savoir qui est à l'origine de tout ça. Il y a eu plusieurs théories sur ça. D'abord, il y a eu la rumeur, lancée par la tiktokeuse allemande Dunkelkammer, que derrière le masque, il y avait une artiste suisse-allemande, Elenka, une comédienne et musicienne à l'univers un peu barré, qui semble avoir un physique similaire à celui de Zeppelin, a déjà fait des impros de piano sonnant similaires, et qui a réalisé un clip pour son morceau Gesangslehrerin, avec une perruque similaire et un élément pour cacher son visage. Comme si ce clip était un peu le prototype de ce qui allait arriver plus tard. La théorie, elle a pas mal plu, mais je pense qu'elle est fausse. Et pour deviner pourquoi, il faut creuser un peu plus. En effet, quand on retourne en arrière sur la chaîne de Zeppelin avec la Wayback Machine, on se rend compte que celle-ci avait pendant un bref instant posté une plus vieille vidéo intitulée 3 juin 2024. Cette vidéo n'a jamais été archivée car elle a été supprimée avant que quiconque puisse l'enregistrer ou même juste la décrire. On a juste
cette miniature. Donc les internautes, quand ils ont vu ça, ils se sont demandé si la chaîne de Zeppelin avait déjà posté des vidéos pour les supprimer par la suite. En faisant des recherches plus intensives, ils se sont rendus compte que la chaîne, à un moment, ne s'appelait pas Zeppelin, mais bien No Fit Mailman, et qu'elle possédait une vidéo, également supprimée maintenant, qui consistait en une version allongée du morceau Running Into Your Mom at an AA Meeting du groupe Butch Baby. Les gens ont donc essayé de contacter le groupe pour essayer de voir s'ils étaient à l'origine du mystère, sans succès. Ensuite, ils ont contacté le groupe Rain on Fridays, qui a créé un morceau appelé No Fit Mailman, toujours et encore sans succès. Et là, il faut que je mette une pause. Bizarre. Parce que, actuellement, je vous ai donné l'intégralité des infos qui sont publiquement faciles à trouver. Mais ce qu'il faut comprendre de ces infos, c'est pas forcément des indices sur l'identité précise de Zeppelin. C'est plutôt une info globale. La chaîne de Zeppelin a longtemps été utilisée par sa créatrice comme un compte personnel. Vous comprendrez du coup pourquoi je ne veux pas aller plus loin tant que je n'aurai pas d'autorisation de la créatrice de cette chaîne qui semble vouloir être anonyme. Parce que moi de mon côté j'ai beaucoup creusé et j'ai pas mal de pistes, mais ce serait pas cool de les donner publiquement quoi. La seule chose que je peux dire c'est une info qui détruit un peu le mythe de la vidéo et qui est disponible publiquement. La femme derrière la chaîne Zeppelin était en 2021 une youtubeuse Gacha Life. Non. Bon. Bro. Ça change un peu la perception qu'on en avait. Bon, voilà. Mais ça n'enlève en rien à l'ambiance assez incroyable et nostalgique. Comment ça, c'était une youtubeuse Gacha Life, là. Ça faisait des trucs de furie. Des vidéos de la chaîne. Et j'espère que Zeppelin continuera à poster des vidéos qu'elle supprimera de temps en temps. J'espère qu'elle reviendra, quoi. Il reste quand même 2-3 trucs que je peux expliquer sur la vidéo. D'abord, pourquoi la vidéo possède un titre vide? Eh bien, tout simplement car le titre n'est pas totalement vide en réalité. Il possède juste un caractère Unicode qui est invisible. Ce caractère est appelé le left-to-right override et comme son nom l'indique, il force l'orientation d'un titre de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. C'est notamment avec ce code qu'on peut écrire un texte en arabe. Et ensuite, pourquoi la vidéo a-t-elle fini dans autant de recommandations? Eh bien, d'abord, je me souviens que la raison pour laquelle j'ai cliqué personnellement, c'est à cause de l'esthétique bizarre de celle-ci. Et surtout le fait que la vidéo n'avait pas de titre. Ça a instantanément titillé ma curiosité et donc j'ai cliqué. Je pense ne pas avoir été le seul, ce qui a augmenté une des statistiques de la vidéo, le taux de clic par impression, ou le pourcentage de gens cliquant sur la vidéo quand elle apparaît dans leur recommandé. C'est une statistique qui est parmi les plus importantes pour la recommandation d'une vidéo en masse. Mais on peut aussi avoir en face de nous un futur checkpoint YouTube. Les checkpoints YouTube, ce sont des vidéos recommandées très régulièrement sans raison et qui obtiennent une quantité anormale de vues. Comme par exemple cette vidéo japonaise d'un joueur de Mario Kart Wii sur Rainbow Road qui apparaît dans mes recommandés au moins une fois tous les ans, ce qui est une expérience partagée si on voit les commentaires de la vidéo. J'aime énormément ce genre de vidéos isolées sans la moindre histoire qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison. C'est un des trucs que j'aime le plus de la période fin 2000, début 2010 sur YouTube. Genre par exemple cette vidéo. Non. Putain, Screamer, non. C'est quoi cette merde? Putain, pas de Screamer. Cette vidéo s'appelle What Are You Thinking? C'est quoi cette Elle montre merde? un homme dans une baignoire avec un masque sur la tête, dans une ambiance sonore ultra sobre et un peu angoissante. Il fait séquer. Comment ça? À la fin, le gars se met du liquide rouge sur la bouche et il finit par montrer une pancarte à l'envers avec écrit What Are You Thinking? Soit À quoi penses-tu? Et c'est tout. Chose étrange, on sait que cette vidéo a été postée brièvement en 2018, avant d'être flaguée massivement et d'être retirée de force de l'algorithme. Ce qui est étrange car rien d'excessivement choquant ou gore n'est montré dans la vidéo. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, on ne sait rien de son origine. Pas même le nom de la chaîne qui l'a postée à la base. Et on ne sait pas non plus si la chaîne en question n'avait pas fait en réalité un riposte venant d'une autre chaîne. On n'a aucune idée d'où vient cette vidéo. Ce genre de mystère, je trouve ça incroyable. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à trouver la solution de ce mystère, comme ce qu'Internet semble réussir à faire avec Zeppelin. C'est bizarre de fou. Station.exe, putain, c'est la dernière anomalie. Station.exe est un mystère dont j'ai envie de vous parler depuis des années. Je trouve ce sujet fascinant, mais je n'en parle que maintenant pour une raison que vous allez comprendre après. Putain, tout commence sur 4chan, sur le board X, dédié au paranormal et à l'étrange. Sur celui-ci, un internaute anonyme a posté un message intriguant le 11 juillet 2013. Dans celui-ci, il explique qu'il y a quelques années, son père s'est rendu à une exposition d'informatique à Rochester, dans l'état de New York, et que là-bas, il y a acheté un CD pour avoir un logiciel d'ingénierie quelconque. Sauf que quelques temps plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième CD dans le boîtier. Le CD était absent de toute écriture ou design pouvant expliciter son but, et à l'intérieur, il y avait un fichier en .zip avec un programme appelé Station.exe. Un jeu vidéo créé avec le maintenant défunt moteur de jeu de l'application Blender, le BGE ou Blender Game Engine. Voici une photo du CD partagée par Blender, ils avaient un moteur de jeu. L'utilisateur original. Je savais pas.
Il va d'abord proposer aux gens d'envoyer leur adresse email pour qu'ils puissent leur partager le jeu, et tout le monde va répondre que c'était une idée de merde et que c'est hyper dangereux, et il finira donc par créer un lien Mediafire contenant le fameux station.exe. Celui-ci a été archivé depuis. C'est un vrai fichier qui existe et que vous pouvez télécharger si vous voulez. Donc essayons de lancer ce programme au plus vite. Allons-y. Station.exe. Quand on ouvre Station.exe, on est accueilli par une ambiance très industrielle et désolée. C'est quoi cette merde là? On est dans une sorte de station de ravitaillement très mal texturée. Il fait très très sombre, on peut voir de la machinerie ici, des boîtes. Et alors qu'on cherche, il se passe ça. Putain de merde. Non, j'ai pas envie de... Screamer! Screamer les gars! Screamer! Ça va. Puis le jeu ferme. Il était soft le Screamer. Relançons. Oh putain non. Pourquoi tu veux... Cette fois-ci, je suis conscient que quelque chose me pourchasse, donc je fais attention à mes alentours, j'observe les lieux et remarque qu'on est au bord d'un lac. Putain de merde. J'entends à nouveau quelque chose s'approcher au loin, une sorte de boule blanche tombant du ciel qui me pourchasse. Je cours pour l'éviter et je me rends dans une partie sombre de la map, avec une route entourée d'arbres. La station de ravitaillement est donc au milieu de nulle part. Il y a plusieurs lunes qui me pourchassent. Ah, c'est quoi ces trucs là? C'est quoi ces trucs de con là? Ah. C'est vraiment bizarre. Voilà, j'ai coupé le son de mon casque. Super. Putain de merde. Il y a une atmosphère que je ne saurais décrire dans ce jeu, notamment dû au fait que celui-ci est extrêmement mal fait et qu'il utilise un des moteurs de jeu les plus obsolètes de l'histoire. Je le sais très bien, j'ai fait je ne sais pas combien de jeux avec Blender à l'époque pour la simple raison que c'était un des seuls moteurs de jeu 3D qui permettait aux gens qui ne savaient pas encore coder de s'y retrouver. Le style de rendu du Blender Game Engine est très reconnaissable et ça crée un côté très distant au jeu. Comme si son aspect absolument amateur montrait que la personne qui l'a créé avait besoin de le créer, qu'il avait besoin de le faire pour transmettre un message, malgré le manque absolu de connaissances en programmation de celui-ci. Revenons sur 4chan. La première réaction au jeu, ça a bien évidemment été le scepticisme, mais surtout, tout le monde était d'accord pour dire que le jeu, bien qu'assez moyen, faisait pas mal flipper, et avait vraiment l'air très obscur. Putain, je l'ai lancé et juste après je l'ai fermé. Ce truc met vraiment mal à l'aise. Il y a des têtes qui volent, et j'ai trop peur de retourner dans le jeu pour aller faire une capture d'écran. Tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose de caché dans ce jeu. Et ça n'a pas mis beaucoup de temps pour que des gens trouvent ce détail, bien caché au bord des murs de la station dans le jeu. Des suites de chiffres. Et pas n'importe quelle suite de chiffres. Des coordonnées. Qui mènent à ce lieu. C'est quoi ça? Une maison? Au milieu de nulle part. Cette maison au milieu de nulle part en Russie, près de ce lac, juste à côté de la ville de Mirny. Si vous observez bien cette petite maison, elle ressemble très fortement à la station de Station.exe. Les mêmes deux bâtiments, mêmes installations de machinerie, même lac, même route entourée d'arbres morts et également ce pont. La ville de Mirny, habitée par 35 000 personnes, située juste à côté, est également assez intéressante. Il faut réaliser que cet endroit, en Russie, est au milieu de nulle part. C'est la Sibérie rurale, c'est un endroit où la concentration d'habitants est minuscule. Alors pourquoi cette ville possède plusieurs dizaines de milliers d'habitants? C'est incohérent qu'une ville ait autant d'habitants dans cet endroit de la Russie. Eh ben, c'est à cause de ça. Ce trou. Ce gigantesque trou. Cet endroit s'appelle la mine de Mirny, ou mine Mir. Une mine de diamants à ciel ouvert qui est l'un des trous les plus profonds sur Terre jamais creusés par des humains. Le projet de la mine Mir a commencé en 1957 suite à la découverte de gisements de kimberlite qui indiqueraient la présence de diamants sous le sol. Au cours des années, la mine a fait une fortune en extrayant des millions de carats de diamants du sol, creusant le trou jusqu'à 500 mètres de profondeur et plus d'1 kilomètre de diamètre. À voir en photo, ça n'a pas forcément l'air si impressionnant que ça, donc j'ai trouvé cette vidéo d'un type qui s'approche du bord. Voilà, c'est déjà beaucoup plus vertigineux et maintenant imaginez qu'un camion qui essaie de descendre dans ces profondeurs mais plus d'1 heure, voilà. Donc c'est gigantesque comme truc. Le simple fait que ça laisse une tâche aussi grande sur Google Maps, c'est dantesque. Aujourd'hui la mine est à l'abandon, bien que des activités minières souterraines continuent à ce jour dans la ville, et avec ce genre de construction viennent souvent des légendes urbaines.
Sur beaucoup de sites, une légende tourne selon laquelle le vol d'hélicoptères et d'avions serait interdit au-dessus de la mine car celui-ci aurait la possibilité d'aspirer toute aéronef causant son crash et la mort de ses passagers. C'est une légende persistante sur beaucoup de sites internet qui est souvent présentée comme vraie. Il s'avère qu'en réalité, en effet, il se pourrait qu'un trou de cette profondeur réchauffe l'air directement au-dessus de lui et cause un changement significatif de pression de l'air, pouvant notamment attirer des hélicoptères plus bas comme s'ils tombaient. J'ai par contre vu beaucoup de témoignages de locaux sur internet dire que non, ça n'est jamais vraiment arrivé, qu'il n'y a jamais eu vraiment de crash d'avions et d'hélicoptères qui se seraient passés autour de la mine Mir à cause de ce phénomène. En effet, selon le site Fenêtre sur la Russie, les hélicoptères et avions n'auraient pas le droit de survoler le trou, mais aucun appareil n'a jamais été entraîné par des flux tourbillonnaires. Pourtant, je me suis fait aspirer dans la vidéo pendant 5 minutes, là j'étais concentrée. Les gens persistent, notamment à cause de trucs comme Station.exe. D'abord, si on va sur Google Maps, on remarque que les routes menant au lac où se situe la station isolée visible dans le jeu n'ont pas été parcourues par Street View. On ne peut donc pas savoir ce qu'il y a autour. Le plus proche qu'on puisse aller, c'est cette route, à l'ambiance sinistre et désolée. Si on lit un peu les panneaux, il semble indiquer qu'il y aurait une usine ou un bassin de décantation près d'ici. Je sais pas parler russe, si vous savez ce que ces panneaux signifient, dites-le dans les... Je sais parler russe en vif, attends, ça c'est chevi... Ça veut dire fabrique, fabriquer, numéro 3, ça veut dire fabrique numéro 3. Очередь, c'est la queue genre itinéraire, 7,5 km. Genre pour aller à la fabrique numéro 3, il reste 7,5 km. Mais un truc est sûr, à ce jour, personne ne sait vraiment ce qu'il y a là-bas. Il semblerait qu'il y aurait un barrage, un lac, plusieurs installations, peut-être électriques, peut-être hydrauliques, et personne encore aujourd'hui ne sait ce qu'il y a dans cette petite maison. Personne ne sait vraiment non plus pourquoi le fichier Station.exe semble connaître l'intérieur du bâtiment. Personne ne sait. Et certains pensent que ces entités qui te pourchassent, provenant du ciel dans le jeu, seraient soit une explication sinistre, une illustration de pourquoi les hélicoptères et avions tomberaient du ciel près de la ville, ou alors ce serait la représentation métaphorique de ces supposés crashs qui auraient eu lieu. Les fantômes d'aéronefs qui seraient tombés près d'ici, pourchassant les habitants de la ville. Au cours du temps, le mystère de Station.exe s'est épaissi, des gens ont fouillé les fichiers du jeu et ont trouvé plusieurs anomalies, des liens notamment vers un site intitulé Semper Protinam. C'était un site qui stockait plusieurs fichiers, dont Station.exe. Ça semble être une fausse piste, et plutôt un site internet créé par un utilisateur de 4chan fait pour archiver des fichiers niches qu'il ne voulait pas voir disparaître. Celui-ci a été protégé par un mot de passe quelque temps après sa découverte, et dans des archives du site, on voit qu'il décrit Station.exe comme un jeu en 3D assez pauvre, montrant la maison de son créateur en Russie. Un easter egg dans le jeu montre les vraies coordonnées de sa maison. Il y a également eu des trucs un peu fake qui ont tourné, comme la supposée présence de ce son dans les fichiers du jeu. Qui serait un audio codé en SSTV, qui donne cette image une fois décodée avec une autre liste de coordonnées amenant à ce lieu au milieu de nulle part en Sibérie. Personne d'autre ne semble avoir réussi à extraire ce fichier du jeu à part ce gars sur 4chan, donc il semblerait que ce soit une fausse piste. J'ai également décompilé le jeu, etc. pour un peu voir le projet Blender à l'origine du jeu, et je n'ai rien trouvé d'extravagant. Les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est l'origine des sons qu'on peut entendre dans le jeu, qui viennent tous de cette même vidéo de sons étranges enregistrés à Kiev. C'est une vidéo qui est souvent considérée comme étant à l'origine de ce hoax-là des trompettes de la mort, un autre rabbit hole dont je parlerai peut-être un jour. Et sinon, j'ai trouvé ce cube caché dans le jeu, dont je ne comprends pas l'existence, qui est tout en bas de la map, mais c'est à peu près tout. Et enfin, à ce jour, personne n'aurait réussi à se rendre sur les lieux. Car selon des commentaires sur 4chan, des militaires arrêteraient toute personne essayant de franchir la route séparant la ville du bassin contenant cette station maintenant mythique. Et personne n'est assez fou pour se rendre en Russie, dans un lieu complètement abandonné. Ouais, j'avoue, c'est un peu chiant. Juste pour résoudre le mystère. C'est un peu chaud, quoi. Alors que penser de tout ça ? Eh bien, Station.exe est un mystère frustrant. Je trouve l'idée, le jeu, bref, à peu près tout à propos de ça, je trouve ça brillant. Ça titille vraiment mon imagination et je trouve les prémices de ce mystère fascinants. Mais le problème,
c'est que tout a été débunk en seulement quelques minutes. Mais non. De base, l'utilisateur anonyme de 4chan qui a posté station.exe en premier répondait pas mal aux questions qu'on lui posait. Mais tout s'est arrêté quand des gens ont observé d'énormes inconsistances dans son histoire. D'abord, le jeu a été créé avec Blender 2.67. Cette version de Blender est sortie le 7 mai 2013, 2 mois avant le post original, rendant ridicule l'histoire selon laquelle le CD daterait d'il y a plusieurs années. Pire encore, les métadatas du fichier exécutable semblaient indiquer que la dernière modification apportée au fichier datait de 4 heures seulement avant l'upload du post sur 4chan. Un détail qui me fait un peu rire et qui montre à quel point le truc était assez mal préparé, c'est ces images qu'il a montrées du CD. Il montre même une série de lettres et de chiffres sur le CD qu'il interprète comme un autre indice pour le mystère. Sauf que ces chiffres et ces nombres, c'est le numéro de série du CD, donc ça n'a rien à voir avec le mystère et il a probablement mis ça juste pour faire un faux indice. Et surtout, les images de son CD, c'est celle d'un CD vierge qui n'a rien d'écrit dessus. Ça a été remarqué en quelques minutes et après ça, il n'a plus jamais reposté. Donc il est plutôt clair que l'utilisateur 4chan qui a posté ce mystère pour la première fois est responsable à 100% de la création du jeu, qu'il l'a même probablement créé en 1 ou 2 jours. Donc tout ça, c'est une tentative d'ARG qui n'a pas vraiment mené quelque part. Et ça me frustre, car je trouve l'idée de base en vrai assez brillante. Station.exe, il y a une idée que je trouve très intéressante. C'est un jeu vidéo qui objectivement est très mauvais, mais dont le contexte le rend particulièrement efficace. Le fait que le jeu soit amateur, le fait que le jeu soit raté, le fait que le jeu ne fonctionne pas, joue et aide tellement à apprécier son histoire. Et je vois des prémices dans son fonctionnement de ce qui fonctionnera plus tard extrêmement bien dans Petscop. Le jeu n'est pas un jeu hanté. C'est pas un jeu qui fait peur parce qu'à l'intérieur il contiendrait un esprit, etc. C'est un trope d'ARG qui est souvent utilisé et qui me fait souffler très souvent. L'idée que Petscop a eu plus tard et qui va tout changer dans la manière de créer ce genre d'histoire, et que Station.exe a un peu eu 5 ou 6 ans en avance, c'est de créer un jeu avec un mystère qui réside entièrement dans ce que le jeu montre et de ce qu'il pourrait avoir comme corrélation avec la réalité. C'est un schéma d'histoire que je trouve particulièrement efficace et que je vous invite à utiliser si vous voulez réaliser un ARG. Juste, mettez un tout petit peu plus d'attention à votre projet que cet utilisateur. Finding 109. C'était bien. Notamment sur Quora, où il a pas mal répondu à d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de... Annonce concert, Anomalie 1. C'est parti. Anomalie 1, user 927. Est-ce que vous aimeriez qu'un jour votre fournisseur de réseau internet dévoile au monde entier l'intégralité des recherches Google que vous avez effectuées ces derniers mois? Non. Non frérot, comment ça? J'imagine que non. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé le 4 août 2006. Ce jour-là, l'entreprise AOL a fait une bourde monumentale qui leur a coûté beaucoup. AOL, ou America Online, c'était une entreprise clé des débuts d'Internet aux États-Unis. Dans les années 90 et le début des années 2000, AOL, c'était le plus grand fournisseur d'Internet aux États-Unis. Leur portail web était le site le plus visité sur Internet. Si vous vous demandez pourquoi on n'en entend plus parler aujourd'hui alors qu'à l'époque ils avaient eu un impact monstre, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter aux nouvelles technologies pour accéder au web. Eux, ils sont restés bloqués trop longtemps sur la très lente connexion par ligne téléphonique commutée et en général ils ont enchaîné les mauvaises décisions, les techniques de publicité agressive et n'ont pas su s'adapter à leurs concurrents qui apparaissaient comme Yahoo ou surtout Google. Mais une controverse en 2006 a été un des clous les plus phénoménaux dans leur cercueil. Le 4 août 2006, ils ont, sans prévenir de manière complètement lunaire, partagé un document texte compressé contenant l'historique de recherche de plus de 650 000 utilisateurs pendant 3 mois. Soit 20 millions de recherches compilées en un seul fichier texte. Il semblerait qu'ils l'aient fait volontairement, sans mesurer le poids de leur décision, mais j'ai également lu que c'était une erreur. Mais AOL n'a que très peu communiqué sur les tenants et aboutissants de la sortie de ce document. Alors, vous allez me demander, est-ce que les recherches en question étaient anonymisées? Selon AOL, oui. Dans les faits, pas vraiment. Elles étaient toutes rangées par utilisateur, dans un ordre chronologique. Alors par exemple, s'ils avaient pris votre historique, ils l'auraient mis en entier, daté, sans changer la moindre information contenue dans vos recherches, et juste ça aurait été précédé par un chiffre, votre identifiant. Et AOL, quand ils ont sorti ce document, ils l'ont présenté comme des infos anonymisées, parce qu'ils ne disaient pas à qui appartenait l'identifiant. Sauf que les internautes qui se baladaient dans le fichier se sont rendus compte que c'était très facile, avec des recherches précises, de déterminer où habitaient certains des utilisateurs du document. S'ils recherchent des restaurants près de chez eux, qu'ils cherchent des infos sur des membres de leur famille, c'est largement suffisant pour retrouver ces utilisateurs. Et ça a été prouvé par le New York Times dans un article par Michael Barbaro et Tom Zeller, qui seulement 5 jours après le partage du document ont réussi à retrouver l'identité de l'utilisatrice numéro 4 417 749, une certaine Thelma Arnold, 62 ans, trouvée à partir de recherches sur des membres de sa famille, sur ses chiens, sur l'immobilier de sa ville, etc., etc.
3 jours après, AOL a supprimé le document. AOL, ils ont fait n'importe quoi. C'est tout. Non, mais c'était bien trop tard. Celui-ci avait déjà été copié maintes et maintes fois et repartagé encore plus de fois. Ça a mené notamment à la démission du CTO de la boîte et pas mal de licenciements au cours des jours qui ont suivi. Ça a mené également à une controverse massive dans les médias, mais c'est surtout un des moments clés où le grand public a compris de force ce que les gens cherchaient sur Internet quand ils pensent que personne ne les voit. Et là arrive le mystère très étrange de l'utilisateur 927. Les recherches de l'utilisateur 927. Les recherches de l'utilisateur 925 sont le site orange et noir et je sais pas. 27 commence plutôt normalement. Le 1er mars 2003, il cherche plusieurs chansons, d'abord par Yoko Ono, puis Fall Out Boy, puis Green Day. Rien de bien particulier. Puis sans transition, 2 jours plus tard, 23 recherches sur de la moisissure humaine. Comment ça mon ref? Comment ça mon ref? Plus précisément de la moisissure de peau humaine. Le même jour, pendant la soirée, l'utilisateur 927 va plutôt chercher du contenu relatif aux animaux et leurs relations intimes, puis rechercher de la moisissure de corps humain avant de faire plusieurs dizaines de recherches parfaitement innocentes sur des fleurs de tout type. Ouais, mais il est fou ce mec. Là, c'est que 2 jours, sur plus de 3 mois de recherche quasi quotidienne. Et l'utilisateur 927 va chercher au cours de ce temps-là absolument tout ce que tu peux imaginer de pire. Je peux quasiment rien vous expliciter ici, que ce soit du contenu impliquant des relations non consensuelles, du BDSM ultra-violent, des animaux, des déjections humaines, de la torture et surtout, le pire possible, beaucoup de trucs liés aux enfants quoi. Les recherches en question, elles sont particulièrement sordides. À voir, c'est surréaliste. Et le truc le plus étrange, c'est de voir que très régulièrement, ce flux constant de recherches illégales et obscènes sont interceptés par des recherches parfaitement innocentes. Des recherches pour des films de Tim Burton, des musiques, des fleurs, comme s'il s'agissait de recherches sur un PC familial, et que cet utilisateur était le père d'un foyer qui régulièrement rechercherait des choses horribles juste à côté d'autres membres de sa famille utilisant l'ordinateur pour des recherches personnelles plus simples, sans jamais se douter des déviances de son utilisateur principal. Sauf que moi, je suis pas sûr de croire à cette théorie-là, qui est la plus répandue. Il y en a une autre que je trouve intéressante et que vous allez voir tout de suite. L'utilisateur 927 est de loin l'utilisateur le plus connu de ce leak d'AOL. Déjà parce que ses recherches sont particulièrement atroces, mais aussi parce qu'il s'agit d'un des tout premiers de la liste. Mais en réalité, au cours des années, plusieurs internautes ont écumé le document et recensé des tonnes d'utilisateurs bizarres, obsessifs ou obscènes, que ce soit sur le maintenant défunt site Search IDs ou sur des threads Something Awful de l'époque. L'utilisateur 927, il est devenu iconique et il a également inspiré une pièce de théâtre et c'est pas le seul utilisateur du leak à avoir inspiré des œuvres d'art. Et pour moi, c'est un des moments les plus importants pour Internet. Un de ces événements qui fait comprendre au grand public ce que quelqu'un fait sur Internet quand il se croit anonyme et isolé. Parce que parmi les 650 000 utilisateurs du leak, Monsieur 927 est très loin d'être le seul à avoir cherché des trucs impliquant des enfants, des animaux, des cadavres ou des actes non consensuels. Ce leak a révélé une véritable obsession de la part des internautes pour ces sujets. Et ça fait très peur encore aujourd'hui. Maintenant, le mystère de l'identité de l'utilisateur 927 n'a jamais été résolu. Il y a bien une recherche parmi les centaines de l'utilisateur qui indique qu'il pourrait vivre dans le Colorado, mais c'est vraiment la seule piste. Il y a par contre un post sur Reddit qui m'avait pas mal intrigué à l'époque. Le post date de 2018. Il a été réalisé sur le subreddit Confession, dont le concept est plutôt simple à comprendre, par un utilisateur anonyme utilisant un compte throwaway, un nouveau compte fait pour anonymiser l'utilisateur. Je suis l'utilisateur 927. Ce post n'est pas un troll. Mon Dieu, je suis tellement embarrassé. Bonjour Reddit, je voulais pas poster ça, mais je suis presque sûr d'être le fameux utilisateur 927. Dans un très court post, semblant avoir été écrit à la hâte, cette personne nous explique qu'elle a réalisé ses recherches quand elle avait 9 ans, qu'elle n'est pas sûre que c'est bien elle, mais qu'elle reconnaît des trucs typiques de ce qu'elle recherchait à l'époque. Elle révèle également qu'elle est une femme, homosexuelle, qui a eu une enfance un peu compliquée et qui a réalisé ses recherches à l'époque sur l'ordinateur familial qui avait un compte AOL à la ramasse technologiquement, et que ces recherches avaient été réalisées par pure curiosité et non pas par intérêt. Donc je suis pas sûr de croire à ce post, mais ça fait quand même terriblement sens. D'abord, les posts de l'utilisateur Reddit sont très crédibles. Elle essaye constamment de dire qu'elle promet être une bonne personne, donne des justifications sur le fait qu'elle n'a jamais fait rien de tout ce que les recherches impliquaient. On sent vraiment qu'elle a honte et qu'elle veut se justifier si jamais des gens arrivaient à la retracer. Et aussi, c'est surprenamment très juste quand on re-regarde les recherches de l'utilisateur 927 sous cet angle. Parfois, entre certaines recherches ultra hardcore, on pouvait trouver, avec quelques minutes d'intervalle, des recherches plutôt pour des jeux flash, ou alors des trucs pornographiques liés à des personnages Disney, ou alors des recherches juste sur des films Disney. Bref, ça pourrait ressembler un peu à des recherches d'un enfant un peu troublé qui découvre un peu tout cet univers. Cette explication, elle tient avec aucun argument, et je ne pense pas vraiment y croire, mais c'est une des seules réponses détaillées qu'on ait eues à un des plus grands mystères d'Internet. Et je pense que c'est une des seules qu'on aura pendant longtemps, voire pour toujours. Anomalie 2. C'est étrange. Bizarre, hein?
Dans cette partie de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un type de mystère que j'adore. C'est les sites internet bizarres dont je ne saurais vous donner la moindre explication. Un de mes trucs préférés quand je recherche ce genre de vidéos, c'est de tomber sur des tonnes de trucs minuscules qui n'ont jamais été expliqués. Et en l'occurrence, j'adore les sites simples et incompréhensibles. Créer une chaîne YouTube ou un compte Reddit bizarre, c'est pas spécialement difficile. Tu crées une petite vidéo, tu crées une petite histoire, tu la postes et puis tu abandonnes ton compte et après tu espères devenir une légende d'internet. Un site internet, c'est plus compliqué. Souvent, ça demande d'avoir des connaissances en code, mais surtout ça demande de payer pour prendre un nom de domaine. Un site internet n'a rarement pas de raison d'exister, juste à cause de l'investissement financier ou matériel qu'il demande. Genre par exemple, il existait un site internet appelé Gandalf.com pendant... Gandalf.com, ça je connais, mais ouais, en fait le domaine, c'est en fait ce que tu auras à la fin. Par exemple, je sais pas moi, si ton site s'appelle, je sais pas moi, j'aime les pommes, quand tu vas passer par ton fournisseur, bah tu devras choisir genre j'aime les pauvres.com, .net, .io, je sais pas moi, y a quoi encore? Il y a .org, voilà. Faudra aussi, tu sais, .com, .eu, tout ça. Bah c'est l'extension, justement, ça c'est l'extension. C'est payant, c'est-à-dire que par exemple .net ça coûte dans les vingtaines d'euros, .com ça peut coûter jusqu'à 100 euros, c'est très cher. Et le nom de domaine, bah c'est ça, là. C'est genre Gandalf là. Très longtemps, qui consistait en cette image. C'est bizarre, ouais voilà. Et quand tu cliques sur la photo, il dit juste cette image bizarre, avec une peinture d'une femme en noir et blanc, au fond d'une pièce en 3D, avec des textures de briques sur les murs. Si vous cliquez sur cette image, ce message apparaît. Gandalf est occupé. Allez-vous-en s'il vous plaît. Si vous cliquiez une deuxième fois, cela ouvrait votre application de mail et vous pouviez ainsi envoyer un mail à l'adresse ourx@gandalf.com. De nombreuses personnes ont essayé d'envoyer des mails à cette adresse au cours du temps et jamais personne n'a eu la moindre réponse. Encore plus bizarre, après presque 25 ans d'existence, récemment le site a changé et montre maintenant une boîte nous demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe que personne n'a trouvé jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que clairement, la personne qui garde le site internet sait qu'il existe et qu'elle le maintient avec connaissance et qu'elle décide de ne répondre à personne et que random, elle peut changer le site internet du jour au lendemain, sans raison, quoi. On trouve quelques threads sur le sujet au cours du temps, des threads assez perdus, incapables d'expliquer l'existence de cette page pendant autant de temps, et il n'y a qu'une théorie qui a été trouvée pour peut-être expliquer le site. Celui-ci a été créé autour de l'an 2000. À cette époque, le monde est au courant que des films Seigneur des Anneaux à très gros budget vont bientôt sortir, et donc peut-être que ce site a été créé pour faire ce qu'on appelle du cyber squatting. C'est-à-dire essayer de s'accaparer un nom de domaine le plus vite possible pour se le faire racheter par une entreprise qui en a beaucoup plus besoin à un prix exorbitant. C'est illégal. En l'occurrence, j'imagine que le nom de domaine de Gandalf.com aurait pu être pratique pour les sociétés de production de la série de films Seigneur des Anneaux, et la présence d'un truc bizarre et un peu glauque sur la page aurait pu les encourager à acheter le nom de domaine pour éviter que des gens tombent sur le site internet et soient flippés. C'est peut-être la raison de la présence de l'adresse email sur le site, avoir un moyen de communiquer avec la personne qui possède le site et pouvoir le racheter. Il y a aussi des sites de ce type qui sont beaucoup plus connus que Gandalf.com. Genre par exemple, autour de décembre 2017, il y a des tonnes de gens qui sont tombés sur ce genre d'affiche dans la ville de Los Angeles, avec cette image creepy d'une vieille dame en robe blanche dans une salle de bain décrépie et deux hommes corpulents dans une baignoire sale remplie de lait. L'affiche s'intitulait Bathe in my milk et donnait ces instructions pour d'éventuels intéressés. Offre ouverte aux hommes seulement, lait de soja, d'amande ou lait traditionnel. Utilisez mon éponge, je vous observerai. Le tout se termine avec un lien vers un site internet, batheinmymilk.com, où on pourrait réserver un rendez-vous. Et le site propose plusieurs photos exactement du même type, avec tout type d'hommes possible, toujours dans cette même pièce lugubre, avec une corde sur le sol, des produits de nettoyage ici et là, et toujours cette même vieille dame observant la caméra avec un regard inexpressif et une robe blanche tachée. C'est trop bizarre, et vous imaginez que ça a quand même fait flipper pas mal de gens. Mais sachez que tout le mystère de Bathe in My Milk a été assez vite expliqué quand plusieurs journalistes ont décidé de contacter l'auteur du site avec l'adresse email offerte sur celui-ci, et la source a été révélée comme étant Alan Wagner, un artiste et comédien qui a eu l'idée du site quand une entreprise vendant des boissons lui a demandé de créer une pub virale pour leurs produits. Il a proposé une idée similaire et celle-ci a été rejetée, et il a décidé donc de reproduire tout ça avec du lait, car l'idée d'une photo glauque avec une sorte de fétiche bizarre qui n'a l'air de plaire à strictement personne impliqué, ça lui plaisait bien. Il a embauché quelques acteurs, tout ça lui a coûté seulement $300, et au bout de quelques semaines,
son site avait enregistré plus de 1 demi-million de visites. Encore aujourd'hui, Alan Wagner continue de faire des affiches absurdes de ce type, et il continue sa carrière malgré des controverses assez graves dans lesquelles il aurait été impliqué. Mais il n'y a pas que les petits sites simples que j'aime bien. Je rappelle quand même que le premier sujet que j'ai traité dans Findings, c'est le site 973EHTNAMU973.com ou 973 TheHuman 973. Un site internet absolument gigantesque, plein de codes, de numérologie, de tableaux abstraits et de messages cryptiques. Ce site est absolument énorme et encore aujourd'hui, c'est un mystère de savoir ce que celui-ci signifie. Le site a été créé par un gars appelé Dave Dennison et c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'il est également à l'origine de l'intégralité des tableaux qu'on peut trouver sur le site. Il existe également un forum inclus dans le site qui recense de nombreuses personnes essayant d'expliquer son existence et aussi notamment un post très célèbre d'une personne prétendant avoir passé 5 ans à déchiffrer le site et qui a fini par avoir une sorte d'épiphanie. Dave Dennison, le créateur de ce site, est bien plus qu'un simple mathématicien, linguiste, artiste et occultiste. Mais il est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en alchimie. Il continue ce message en disant qu'il ne donnera pas la clé du mystère. Il dit juste que la clé est devant nos yeux depuis le début, que l'énigme finit par boucler et revenir à son début, et il termine avec cette phrase. Epiphany seeks the devoted. L'épiphanie recherche les dévoués, ce qui semble être d'ailleurs une référence notamment à Cicada 3301. Je vous invite à vous perdre sur le site, sachant que vous pouvez vraiment vous perdre pendant très longtemps. C'est assez déroutant. Mais ce site, c'est pas le seul à être comme ça. C'est pas le seul site à être un labyrinthe abstrait et inexplicable. C'est presque un sous-genre du web art. Par exemple, il y a un site appelé Yvette's Bridal Formal qui existe, ou le magasin de robes de mariée d'Yvette, qui est le site officiel d'une boutique pour mariage dans la ville de Panama City en Floride. Et si vous allez dessus, déjà ça vous télécharge un fichier MIDI, et ensuite ce site ressemble à ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce site de con? Wesh, pourquoi ça part en couille? C'est ce genre de site interminable, genre ça ne s'arrête jamais, c'est incroyable. Le site est hyper dur à déchiffrer, mais il semblerait que celui-ci ait à un moment déraillé de sa fonction initiale pour devenir une sorte de compilation de pages plus absurdes les unes que les autres, remplies de photos, de dessins et d'étranges récits d'enlèvements aliens ou de conspirations. Ce site internet a été en réalité créé par un artiste un peu excentrique appelé Sean Terrence Best. Il avait été engagé pour faire un site pour la boutique qu'on a mentionné précédemment autour du début des années 2000, et il a rendu un truc très étrange et déconstruit, un peu similaire à ce que vous voyez actuellement. Ne voulant pas perdre le travail accompli, il l'a transformé en sorte de CV de toutes ses compétences artistiques, le tout sans jamais enlever les références à la boutique Yvette's. Le tout est très confus et n'est pas très clair de savoir si c'est voulu ou non. Ce créateur faisait à la fois de la peinture avec un style assez personnel, mais aussi de la modélisation 3D et surtout des nouvelles et des romans, souvent liés à l'horreur et à la science-fiction. Le site internet d'Yvette a été déconnecté il y a environ 10 ans, mais une archive a été remise en ligne sous une autre adresse et vous permet de naviguer cet énorme truc incompréhensible, mais assez charmant. Notons que Sean Terrence Best, son créateur, a été pas mal actif sur internet, notamment sur Quora où il a pas mal répondu à des questions, et que toutes ses activités se sont arrêtées en 2021 lorsque celui-ci a été diagnostiqué d'un cancer qui sera la raison de son décès le 13 novembre 2021. Et je pourrais vous parler de plein d'autres sites un peu labyrinthiques de ce type, mais j'aimerais vous parler d'un site internet qui est beaucoup moins intéressant en surface, mais qui est en réalité lié à des tonnes d'anecdotes issues du tout début des communautés participatives sur internet. Laissez-moi vous parler de Eon5.com. Mais avant de parler d'Eon5.com, faut que je vous raconte une petite histoire, celle de Eon8.com. Je vais pas vous raconter ça en complet détail, ce serait très long et tout ça pour une conclusion peut-être pas suffisante, surtout qu'il y a très peu de documentation sur le sujet actuellement sur internet. L'affaire Eon8.com, elle me fascine. C'est une vignette incroyable de ce à quoi ressemblait internet en 2006. Vers la toute fin de l'année 2005, un site du nom de Eon8 a été créé. Il a d'abord été posté sur le forum du site msfn.org avant d'être vite supprimé. Le peu d'internautes chanceux qui seraient tombés sur ce post à l'époque auraient eu accès à un site avec ce logo, le titre Eon8 et plus particulièrement un décompte qui devait arriver à 0 le 1er juillet 2006 à minuit. Comment ça mon ref? Si c'était pas déjà un peu inquiétant et bizarre, en dessous de ce décompte, on trouvait des liens cliquables. Projet X21B, projet ZT9 et un lien pour s'identifier. Pour beaucoup de gens, c'était suffisant pour démarrer un mystère. C'était trop étrange pour être anodin. Il y avait quelque chose de menaçant dans la présence d'un simple décompte, et à côté la mention de plusieurs projets au nom étrange. Et encore plus bizarre, lorsque quiconque essayait de cliquer sur un des liens du projet, il était demandé à l'internaute un identifiant et un mot de passe. Le tout pour un site qui ne possédait pas de possibilité de créer un compte. Clairement, ce site cachait un secret, et c'était destiné à un groupe très privé de gens. C'est bizarre.
C'est une ARG. Au cours du temps, beaucoup de gens sur le board technologie de 4chan et sur des forums de l'époque vont se passer le site de temps à autre, spéculant sur son but et son origine. La majorité de ces discussions d'époque ont aujourd'hui disparu, étant donné que ça s'est quand même passé il y a 19 ans. Oui, 2006 c'était il y a 19 ans. Au cours des semaines, des détails du site vont changer. Autour de février 2006, ce texte va apparaître. Mise à jour, le groupe Blue 15 a maintenant été réassigné au projet X21B. Puis quelques temps après, toujours en février, une nouvelle page va devenir accessible sur le site. Ion 8 Deployment Tracker, ou en français, traceur du déploiement Ion 8. Donc le projet X21B mentionné sur le site impliquerait le déploiement de quelque chose, et si on va sur la page en question, on se retrouve avec une carte du monde. Ça ne s'affiche pas sur l'archive Wayback Machine, mais à l'époque, cette carte était couverte de points rouges à plusieurs endroits sur le globe. Le texte en bas de la page, il a continué de changer pendant plusieurs mois. Le projet X21B est à sa 4e phase. Le projet Z-Theta9 est maintenant déployé. Une autre page fut rajoutée, un journal de déploiement contenant des chiffres suivis de messages codés intraduisibles, peu importe la connaissance des internautes en code. C'était trop bizarre. Et plus on approchait de la date fatidique, plus les gens se sont mis à paniquer. Les premières théories évoquaient la possibilité d'une menace terroriste. D'autres pensaient à un site gouvernemental, d'autres, plus rationnels, pensaient à un ARG pour faire la promotion d'une série télé ou d'un produit quelconque, et personne n'arrivait à faire sens de ce site. Les spéculations vont monter encore plus quand des messages sur Something Awful ou sur le site Newgrounds et plusieurs autres forums vont commencer à recevoir des messages codés indéchiffrables d'un utilisateur appelé X21B, comme le nom du projet figurant sur le site internet. L'activité du site, elle va monter au fur et à mesure qu'on s'approchait de la date, jusqu'à la date du 29 juin 2006, 2 jours avant la fin du timer. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose sur YTM Indie. YTM Indie, c'est un site, une sorte de réseau social, où vous pouvez créer des mini-pages web, composées à chaque fois d'une image ou d'un GIF et d'une musique. Et bien le 29 juin, un utilisateur du site appelé Acid Rainman va poster une page sur YTM Indie appelée Ion 8 l'enquête. Cette page va être visitée plus de 200 000 fois et afficher un gif très lent qui expliquait toutes les théories qui tournaient autour d'Ion 8. Cette page va également diffuser la théorie principale sur Ion 8. Il s'agirait principalement d'un site qui annoncerait le déploiement d'un virus pour éradiquer l'intégralité de la population mondiale. Donc un compte à rebours avant le déclenchement de la fin du monde. À partir de ce moment-là, sur YTM Indie et sur tous les forums d'internet, tout le monde ne parlait presque plus que de ça. Je déconne pas, j'ai trouvé des archives de posts qui parlaient de Ion 8 sur des forums qui parlent de motos, de parcs d'attractions, de jeux vidéo. Quasiment tous les forums partageaient le site en attendant impatiemment la fin du compte à rebours. Et encore, tous les sites n'ont pas archivé toute cette période-là. C'est dingue à quel point, quelques jours avant la fin, tout le monde s'est focus sur ce site. Et donc, quelques minutes avant le déploiement, tout le monde était rivé sur ion8.com, attendant la fin du compte à rebours. Okay. Dude, I got the video camera aimed right at it. Il va se passer quoi? Parce que du coup, c'est pas la fin du monde. Parce que là, 2006, 2026, ou 20 ans plus tard, ouais, personne n'est mort. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il se passe quoi? 0. Nothing. Rien. Man, there's fucking nothing. Wesh. Et le site a craché. C'est de l'arnaque. Évidemment que le site a craché. Il y avait des dizaines de milliers de personnes en train d'attendre. Mais quelques temps après, la vérité fut révélée. Avec un simple texte disant « Ion 8 déployé » et un lien appelé « Révéler la vérité ». Le 1er juillet 2006, le projet E8 s'est achevé. Le but de ce projet était de déterminer les réactions des internautes face au manque d'informations. Oui, c'était une expérience sociale. Une expérience sociale orchestrée par un gars nommé Mike, âgé à l'époque de 23 ans. Et il explique dans un texte très intéressant que son objectif était de comprendre comment Internet pouvait réagir à l'inconnu. Il explique que le site, bien que mystérieux, n'a jamais émis la moindre menace envers quiconque, et qu'en réalité ce site explicitait seulement une information. Il disait aux internautes qui le visitaient qu'il ne voulait pas qu'il soit là. Il a été surpris et surtout déçu de voir qu'Internet a tout de suite assumé le pire possible, et il a été particulièrement inquiété de voir que le simple affichage d'un timer était suffisant pour motiver les gens à essayer de hacker le site ou de le faire fermer de toutes les manières possibles. C'est une réaction inquiétante. Comme si ne pas comprendre quelque chose voulait dire qu'il fallait la détruire. C'est intéressant de voir par exemple comment Internet a pris des détails et les a déformés pour confirmer ses croyances. Par exemple, ils ont interprété le nom Ion 8 comme une référence mythologique à la fin du monde, alors qu'en réalité, le créateur a choisi le nom car il le trouvait juste cool, et que le nom de domaine ion9.com, qui était celui qu'il voulait à la base, était déjà pris. Aucun code caché, comme par exemple ce code-là qui apparaissait quand on sélectionnait le texte, n'avait le moindre sens. C'était juste une blague, c'était du vent.
pour donner l'impression qu'il y avait plus d'informations que ce qu'il n'y avait réellement. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué. Alors, revenons au moment où les gens cherchaient à décrypter Ion 8. À ce moment-là, il y a des internautes qui ont eu l'idée de rechercher si des sites avec écrit Ion et un autre chiffre pouvaient fonctionner. Il y en avait qui marchaient, mais qui étaient clairement des sites liés à d'autres trucs, comme ion2.com ou ion9.com, qui étaient tous les deux des trucs qui appartenaient à des entreprises. Mais il y avait un site qui changeait du reste. ion5.com. Lorsqu'à l'époque vous essayiez d'aller sur le site Ion5, vous vous retrouviez avec cette image. Ouais, c'est quoi ça ? Rien d'autre. Juste cette image. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur le site. Cette image ressemble à une sorte de couloir au premier abord, une sorte de couloir métallique bizarre, à la forme très atypique. Mais quand on regarde plus attentivement, on réalise que le flou de la caméra sur les côtés de l'image, plus les particules de poussière qui sont vraiment très très grandes et épaisses, semble indiquer que c'est une photo prise dans un tout petit interstice. C'est très, tu m'étonnes, ça se voit. Très aléatoire. Et vous allez vous dire que Mike, le créateur de ion8.com, a été malin de créer ce site supplémentaire pour rendre les gens encore plus confus. Mais là est le truc marrant. C'est pas lui qui a créé le site. C'est pas lui qui a créé le site. Oui. Ça repart dans des trucs. Le créateur n'avait aucune idée que le site ion5.com existait. C'était une complète coïncidence. Personne ne savait qui ou quoi avait créé le site. Et c'est resté un mystère jusqu'à la clôture du site en 2011. 6 ans de nom de domaine utilisés juste pour héberger cette petite image. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Pendant des années, le sujet de Ion5, il est revenu par intermittence sur des forums et aujourd'hui, il est régulièrement intégré à des icebergs d'internet, souvent très bas, dû à la nature obscure du site et au manque d'explication à son existence. C'est d'ailleurs comme ça que moi-même je l'ai trouvé, au fond d'un iceberg gigantesque d'internet que j'écumais pour le fun. C'est ce genre de mystère auquel on ne s'attendrait jamais à avoir une réponse. À l'époque, ce site, il avait vraiment mis mal à l'aise les utilisateurs des forums les plus importants. Le manque d'explication quant à son existence, l'incapacité à identifier l'image, c'est devenu vite un des mystères d'internet niche les plus persistants. Et personne ne s'attendait à ce qu'il soit un jour résolu, 20 ans après. Mais figurez-vous que plutôt récemment, des gens ont trouvé des réponses. Un des premiers qui semble avoir trouvé des réponses, c'est un youtubeur anglophone du nom de KTB, qui a pu trouver une explication quant à son existence. Faut savoir que jusqu'à maintenant, la plupart des gens pensaient que, comme pour Gandalf.com, il pouvait s'agir d'une tentative de cyber squatting. Si on revient très loin dans le temps sur la Wayback Machine et qu'on regarde l'allure du site en 2001, on se rend compte que ce site avait été créé à la base pour la marque Ion5, une marque de skincare qui à l'époque ciblait surtout les gens à la peau noire qui ont souvent pas les meilleurs produits pour les spécificités de leur peau. Le site ne montrait pareil qu'une simple image avec un numéro de téléphone pour commander le produit. Puis après 2005, le site va être déconnecté et quelqu'un va reprendre le nom de domaine et mettre la fameuse image. La marque Ion5 a après ça utilisé le nom de domaine Ion5 Skincare pendant plusieurs années, mais bon, apparemment maintenant je crois que la marque n'existe plus. Mais bref, beaucoup de gens pensaient que le fait de poster cette image sur un nom de domaine d'une marque reconnaissable pouvait être une tentative de cyber squatting. Or, l'hypothèse c'est pas vraiment la meilleure parce que personne n'arrive clairement à identifier l'auteur du site et pour faire du cyber squatting, il faut généralement mettre une adresse email pour pouvoir négocier avec la personne qui veut racheter ton nom de domaine. Et aussi, Ion5 Skincare, c'est une marque qui est vraiment très niche, vraiment très très peu de gens ont connu cette marque-là à l'époque. Non, pour expliquer ce mystère, il a fallu aller un peu plus loin après la fermeture du site. Si on va plus tard dans le temps, autour de la fin de l'année 2011, on remarque que le site semble avoir été racheté par un label musical appelé Ion5, dont voici le logo qui était affiché en grand sur la page internet avec le lien vers plusieurs réseaux sociaux. Or, regardez le logo. Regardez bien la forme du 5 là. Maintenant, revenons à une époque où le site affichait encore cette image bizarre là, et regardez le coin de la page internet. C'est le même 5. Ah ouais. Ok, maintenant allons chercher plus de trucs sur le label Ion5. Il s'agirait d'un label underground, issu de New York, et ce serait un sous-label appartenant à un plus gros label appelé Cult Records. Pareil, c'est un label de New York. Et si on va sur Discogs, site qui répertorie toutes les sorties musicales de labels et d'artistes dans toutes leurs formes possibles et inimaginables, et qu'on va sur toutes les sorties musicales de Cult Records, on tombe à un moment sur un single CD, sorti en 2001, un morceau du nom de Bodyfly par le groupe Dynamics, en featuring avec Miss Michi, dont voici la pochette. Alors, il faut réaliser que cette trouvaille, elle est incroyable. C'est zinzin. C'est la solution à presque 20 ans de mystère, et trouver la solution donc à 20 ans de mystère, 20 ans après, c'est quasiment impossible. Surtout quand la quasi-totalité de la documentation a disparu, quoi. Mais il y a quand même quelques trucs qui me chiffonnent dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le site? Genre, ok, c'est probablement le label qui est à l'origine de ça, du coup. Mais à quel but? Pour faire la promo d'un vieux single? D'attendre 5 ans avant la création de la page web? Le tout sans montrer le moindre lien?
le moindre nom pour expliquer son existence ou faire la pub de manière effective? Ou alors c'était juste pour maintenir le nom de domaine, pour pas se le faire choper le temps de créer un site internet? Mais ça non plus, c'est pas vraiment une explication, parce que 6 ans pour au final faire une page web simple avec une image et 2-3 liens de réseaux sociaux, c'est pas tout à fait bien, quoi. J'ai essayé de contacter le label, j'ai contacté Cold Records, j'ai eu aucune réponse. Peut-être que j'essaierai dans le futur de contacter des artistes qui ont bossé avec le label dans l'histoire d'avoir des réponses, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir. Actuellement, il reste un mystère aux yeux d'Internet. C'est quoi cette image? Qu'est-ce que cette photo représente? Est-ce que c'est des mécanismes en métal, photographiés en macro? Est-ce qu'il s'agit de barres en acier aléatoirement placées? Est-ce que c'est une cage d'ascenseur ou alors un couloir sans explication? On ne sait pas. Et je vous invite à me donner vos réponses en commentaire. Oula, anomalie 4. houseledlove.com. Le 19 novembre 2024, un internaute crée un compte Reddit du nom de Crafty Jeweler 6270. Celui-ci l'a créé pour une seule et unique raison. Il voulait partager le site qu'un ami à lui avait trouvé. Un site qui les a beaucoup troublés. Cet ami-là essayait de voir si certains noms de domaine étaient pris ou non. Et à un moment, il a eu l'idée d'essayer l'URL horselove.com, juste pour trouver un site au pif. Ça doit être un truc flippant, horselove.com. Et ce jour-là, ils sont tombés sur un site avec un répertoire ouvert. Dans ce répertoire ouvert se trouvaient plusieurs fichiers, dont un dossier mystérieux du nom de 1417 BR Orbs, qui contenait 8 vidéos, des enregistrements de caméras de surveillance, filmant une enfant dans un lit situé au coin d'une pièce vide, orné simplement d'un miroir, d'un interrupteur et ce qui ressemble à une évacuation d'eau sur le sol carrelé. Parfois, dans les vidéos, une personne s'approche de la porte. C'est quoi ça? Et semble observer la jeune fille. C'est quoi ce Beans? Wesh. Avant de la refermer. C'est bizarre. Oh, le son il sature, c'est horrible. Vous imaginez bien que ça, c'est très, très alarmant comme découverte. La jeune fille, elle est renfermée. Ça n'a pas l'air d'être sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, analysons un peu mieux les vidéos. Il y en a 8. Elles ont toutes été enregistrées le 2 mars 2023 entre 22h et minuit. Elles durent chacune 1 minute et le nom du fichier définit de quelle minute il s'agit. Reconstituons donc les événements qui nous sont montrés. Le début de l'enregistrement commence à 22h32. Il ne se passe rien de particulier à l'écran au début. Par contre, on entend pendant plusieurs minutes des voix qui percent le silence. En plus, c'est récent, 2023. Bruit de voix. Ouais. Probablement ceux d'une télévision. À un moment, à 22h34, on entend le générique des Simpsons. Non, faut pas rire sur ça. Clarifiant bien qu'il y a une personne qui regarde la télé en fond. Quelques secondes après, on entend la voix de l'homme qui tient la jeune fille en captivité. Une voix qui est indéchiffrable. À 23h30, soit presque 1 heure après le premier enregistrement disponible, on voit quelqu'un ouvrir la porte de la pièce. Le couloir derrière est éclairé. Il la laisse ouverte pendant qu'on peut entendre des bruits indéchiffrables en fond. L'homme fait quelques allers-retours, semble bouger quelque chose et éteint la lumière. À 23h31, après 30 secondes, l'homme revient près de la porte, observe l'enfant qui dort et la referme. La dernière activité se situe à la dernière minute disponible, 23h49, où la porte est brusquement ouverte, faisant sursauter la jeune fille. Et la porte reste ouverte pendant le restant de la vidéo. Wesh. Donc avant de faire la moindre conclusion, on va d'abord aller voir ce qu'il y a d'autre sur le site. Un des fichiers qui attire l'œil en premier, c'est asdindex.html. ASD se traduit en TSA, ou trouble du spectre autistique. Et ce court texte est une tentative d'essayer d'expliquer que le TSA serait causé par une bactérie nommée Helicobacter pylori. Et c'est l'un des textes les plus constamment faux que j'ai pu lire depuis très longtemps. C'est pseudo-scientifique, ça dit n'importe quoi. Je vais pas vous décrire le raisonnement en entier, mais ça donne des infos complètement absurdes, comme dire que 100% des personnes autistes sont allergiques au blé et au maïs, ou dire que la prise d'antibiotiques améliore les capacités de langage, de comportement et de cognition d'une personne sur le spectre. C'est vraiment n'importe quoi. Et paradoxalement, le pire sur le répertoire de ce site, c'est la présence de 2 fichiers qui décrivent des vacances d'été d'une famille, des vacances assez normales entre un couple composé d'une mère non nommée et d'un père nommé Dan et de 2 enfants. Ces 2 fichiers sont inquiétants parce qu'ils donnent une info importante. Ce site appartient à un membre d'une famille. Ces enregistrements d'une jeune fille dans une pièce qui n'est évidemment pas sa chambre, entourée de carrelage sans la moindre possession personnelle, c'est probablement la fille de la personne qui possède le site.
Et si on revient suffisamment dans le passé avec la Wayback Machine et qu'on atteint l'année 2014, on voit ce message. Bonjour, non censuré. Rappelle-toi que je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Signé Dan. Ce site appartient à Dan, le fameux Dan qui est le père de la famille. Et ça, on peut aussi le vérifier en utilisant le site whois.com, qui cite le nom du possesseur de l'URL comme un certain Dan Judd. C'est son site personnel. Mais d'ailleurs, utiliser la Wayback Machine, ça nous permet aussi de voir qu'il existe des archives du site datant de jusqu'en 2001, soit il y a presque 25 ans. Parfois, le site était vide, parfois il contenait des fichiers aléatoires sur des... C'est bizarre de fou, enfin... J'ai aucun mot pour décrire. Parfois, il y avait des liens pour contacter par email chaque membre de la famille de Dan. Parfois, le site ne montre que l'article pseudo-scientifique de Dan sur l'autisme. Bref, on n'est pas en face d'un ARG là. On est en face de quelqu'un qui, sur son temps libre, filme une jeune fille dans son sommeil et qui fait des recherches étranges comme s'il essayait de guérir quelque chose qui n'est pas une maladie. Le pire dans tout ça, c'est le nom du fichier. 1417 Orbs, comme les orbes, le phénomène paranormal présumé des orbes. Je pense qu'il a posté ces vidéos justement parce qu'on voit des petites boules blanches qui apparaissent, qui sont clairement de la poussière, mais qui apparaissent près de l'objectif de la caméra. Et que donc pour lui, ça c'est impressionnant et ça mérite d'être montré, peu importe le fait qu'on nous montre l'enregistrement d'une jeune fille au milieu de son sommeil dans une pièce complètement vide avec visiblement un capteur qui la tient en captivité. C'est trop bizarre. Je vous précise au cas où que tout ce que je suis en train de faire ici, c'est de vous rapporter les spéculations qui étaient en train de se passer sur Reddit au moment où les gens ont découvert le site. Vous allez voir, je vais lentement passer de la spéculation à la réalité, mais gardez bien en tête qu'à ce niveau-là, on ne savait absolument pas ce qui se passait avec ce site. Et pour enfoncer le clou, quelques temps après que Reddit ait trouvé le site, c'est pas sûr de savoir si c'est quelques jours ou quelques heures, tous les fichiers du site ont été enlevés. Oh. Non. Comme si Dan Judd avait flippé, laissant les internautes avec énormément de questions. Pourquoi est-ce qu'il essaye de cacher le contenu de son site ? Donc évidemment, quand on se retrouve en face de ça, les gens ils vont faire beaucoup d'investigations sur Reddit. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher des trucs à propos de Dan Judd, en faisant des recherches inversées. Et notamment avec le site whois.com, qui a été utilisé pour découvrir que c'était bien lui derrière le site. Ils ont également pu se rendre compte que le mec avait d'autres sites à son nom. Et par d'autres sites, je veux dire pas moins de 16 autres sites internet. Alors on va pas aller en détail sur chacun de ces sites, mais il faut savoir que parfois ces sites fonctionnaient en tandem. Par exemple, à certains moments, la quasi-totalité des sites affichaient tous en même temps les mêmes informations pendant la même période de temps. C'était notamment le cas avec une page qui affichait des adresses email, ou alors notamment une page avec un répertoire comportant plein d'autres fichiers. Mais ceux-ci nous permettent de nous faire une meilleure idée de qui est ce Dan Judd. D'abord, un site du nom de OKLDS va mettre la puce à l'oreille à la plupart des gens. Quand on cherche OKLDS sur Google, on tombe sur beaucoup de comptes du même nom actifs sur des forums et des subreddits liés au mormonisme. Tous ces comptes finissent par mener à ce site de Dan. OKLDS, ça se traduit en Oklahoma Latter-day Saints. En gros, l'église de la secte chrétienne mormone dans l'Oklahoma. Alors en France, c'est pas très répandu le mormonisme, je vais pas non plus expliquer tout ce que c'est et surtout... Ouais, mais moi, quand j'ai fait mon retour aux États-Unis, j'ai vu en gros les mormons, c'est des gens qui imitent la vie des années 40 dans l'ancien temps, quoi. Voilà. Ce serait un peu difficile d'abréger tout, mais en gros cette croyance elle est apparue autour de 1820 lorsqu'un certain Joseph Smith aurait eu une vision où Dieu et Jésus lui seraient apparus en lui disant de ne rejoindre aucune des églises existantes. 3 ans après, il aurait eu une autre vision d'un ange qui lui aurait révélé l'emplacement sur une colline de plaques en or contenant un texte en égyptien qu'il traduira pour créer le livre de Mormon ou Book of Mormon en anglais, l'écrit le plus important de la croyance mormone. Alors c'est évidemment très improbable que l'histoire se soit vraiment passée comme ça, et comme toutes les sectes très répandues, en surface ça a pas l'air d'être le pire truc, mais si tu creuses, il y a énormément de gros problèmes et d'emprise psychologique et financière. C'est particulièrement un cauchemar d'être une femme dans les cercles mormons, mais ça reste un des mouvements religieux les plus importants aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je vous ai décrit l'histoire présumée du livre de Mormon, c'est parce que dans la croyance mormone, celui-ci est incomplet. En effet, le début du livre aurait dû avoir 116 pages supplémentaires. Le livre du prophète Lehi, qui ont été perdues et détruites autour de 1828. Ces pages sont un mystère majeur pour les membres du culte, et qu'est-ce qu'on trouve sur le site oklds.com, appartenant à Dan Judd si on va sur la Wayback Machine? Un fichier appelé 116 Pages, un fichier dont l'accès est interdit aux visiteurs. En effet, Dan Judd affirme depuis des années à qui veut l'entendre qu'il a en sa possession les 116 pages perdues tant convoitées, et qu'elles auraient été confirmées comme étant legit par des hauts placés de l'église. Alors évidemment personne n'a le droit de les voir, si on lit ses messages sur internet à ce sujet on voit qu'il les garde pour lui et des hauts placés de l'église pour éviter que quelqu'un se fasse de l'argent dessus ou dans l'éventualité que celle-ci soit fausse. Il dit également les avoir rendus à leurs propriétaires, et quand des gens lui posent des questions sur le sujet, il pointe des tonnes de trucs inconsistants et faux dans son histoire qui ne feraient pas sens si on prend en compte l'histoire et l'histoire
l'histoire de leur religion, et dès qu'on pointe du doigt des problèmes dans son raisonnement, celui-ci devient très agressif, voire même un peu méchant. Et c'est une constante quand on le voit interagir en ligne. Ce mec, il a un historique sur internet qui est... Non, c'est bizarre, truc de mormon avec ses 116 pages manquantes. Je pense qu'il ment et que c'est juste un pédodo, quoi. Assez complet et assez flippant. Je vais pas vous raconter le fait qu'il a notamment été lié à une affaire de meurtre parce qu'il connaissait un des tueurs parce qu'il était mormon. Je vais pas vous parler de la fois où il a été attaqué en diffamation parce qu'il avait fait un site entier pour diffamer une assurance, potentiellement à raison, mais bon, c'est difficile de croire ce mec. Je vais pas vous parler de ses 1000 projets, de son entreprise EDP qui est apparemment une entreprise de conversion de fichiers. Je vais pas vous parler de tous ces trucs parce que le sujet qui est important, c'est de comprendre non pas ce que ce type a fait de bizarre, mais plutôt qui est ce type concrètement, et surtout, quel est son lien avec la jeune fille sur son site. Et vous vous attendrez peut-être à ce que je dise qu'il n'y a pas de réponse, mais pour une fois, Internet est presque sûr d'avoir résolu le mystère. Mais la solution, elle est pas forcément très joyeuse. Sur Reddit, il y a un utilisateur qui a commencé à répondre à un moment. Son nom, c'est Alan Judd. Alan décrit Dan Judd comme étant l'homme qui s'est marié avec sa mère. Il utilise cette formulation car il refuse catégoriquement qu'on le considère comme le fils de Dan. Et on va d'ailleurs respecter ce choix. Alan Judd a été accueilli avec du scepticisme par Reddit jusqu'à ce que celui-ci partage à des utilisateurs une photo de famille et sa carte d'identité avec 2-3 informations censurées. Après quelques jours à répondre à des commentaires sur Reddit, il finira par passer dans une vidéo de Scare Theater sur le sujet dans laquelle il a été interviewé et il a donné beaucoup de réponses. D'abord, cette jeune fille sur la vidéo. C'est le sujet le plus important. Il s'agit de sa demi-sœur. Celle-ci a été diagnostiquée une forme très handicapante d'autisme et posséderait également, selon Alan, un retard mental. La raison pour laquelle celle-ci est dans une pièce vide de tout objet est parce que celle-ci s'est fait mal à plusieurs reprises en mâchouillant et en manipulant ses jouets. Elle ne peut les utiliser qu'en étant surveillée par un adulte, étant donné que celle-ci constitue un véritable danger mortel. La raison pour laquelle il y a une caméra de surveillance, c'est parce que celle-ci souffre de crises d'épilepsie et qu'il est nécessaire qu'une caméra la filme à tout moment pour que quelqu'un puisse intervenir. Maintenant, la question qui vient, c'est pourquoi est-ce que ces vidéos se sont retrouvées sur Internet publiquement ? Et c'est là que le discours de Alan change dans les interviews. Alan méprise profondément Dan Judd, et la découverte des vidéos postées sur le site horselove.com, pour lui, ça a été un point de rupture définitif. Pour lui, c'est la goutte de trop. He's had delusions his entire life. Il a toujours To him, des idées if he délirantes, says ses yeux, it's s'il true, dit quelque chose, because c'est vrai, of the à trauma cause du that he traumatisme qu'il m'a put me infligé. through, I have a diagnosis Je now. possède un Il décrit dans des diagnostic. messages des années d'abus physiques et psychologiques sur lui et ses sœurs. Il se serait fait projeter, insulter, jeter à la porte à cause de ses croyances spirituelles, retiré de l'école illégalement et menacé de mort. He would drag me around the house by my shirt. He threatened to punch me a few times. He never actually did that, but he did slap me repeatedly to the point of bloody noses and everything like that. It's been a black eye once. Sa sœur, qui est visible dans les vidéos, aurait été violemment maltraitée par son père et ne dispose pas des soins dont elle aurait besoin pour ses troubles et difficultés. Son père rejette violemment le diagnostic de l'autisme sur sa fille et il aurait développé un délire selon lequel il pourrait la soigner. Et le terme soigner, je le mets entre gros guillemets ici. Ce qui est décrit comme étant l'autisme par la psychiatrie, c'est un développement différent. C'est pas une maladie qu'on attrape. C'est pas guérissable. C'est juste un autre neurofonctionnement qui a le malheur de ne pas forcément être compris par tout le monde. Et c'est de là notamment que vient sa croyance que la bactérie Helicobacter pylori serait à l'origine de l'autisme. C'est une tentative fumeuse et fausse d'essayer de guérir quelque chose qui ne peut pas être guéri. À mon avis, en tant que personne en... C'est juste un raisonnement pas comme le tien, tu vois. Être autiste, c'est pas une maladie, c'est... Si t'as pas de maladie, t'es complètement sain, juste t'as une autre façon de penser. Ton cerveau, il marche autrement. Situation de handicap et défenseur des personnes en situation de handicap, non, elle ne reçoit pas le meilleur traitement possible. Elle a besoin d'être entourée de personnes qui croient qu'elle a ce qu'elle a. Avec ma mère, elle pourrait bénéficier de séances de thérapie individuelles, mais avec Dan, certainement pas. Il ne sait pas ou ne croit pas à la profondeur de son état et il refuse de le découvrir à cause de sa propre mentalité arrogante. S'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Voilà donc la solution au mystère. En réalité, on serait en face, en effet, d'une situation de maltraitance, mais pas forcément celle qu'on soupçonnait à la base. On est en face d'une personne aux nombreuses idées délirantes et aux illusions de grandeur, et qui, au cours de sa vie sur Internet, a semé des tonnes de preuves quant à la teneur de son comportement et à ses vices. Certains ont un peu de scepticisme quant à Alan Judd. Certains considèrent que les preuves de son identité, c'est-à-dire une littérale quand même carte d'identité, ne sont quand même pas suffisantes, ce qui peut être compréhensible. Le truc, c'est que son discours a l'air d'être quand même très consistant avec des informations qu'on trouvait encore après sur Dan Judd, encore après son interview, et il y a une sorte de poids dans les propos de Alan Judd qui ne sont pas à ignorer. Ce qui est également douloureux, c'est que tout, et je dis bien tout ce que j'ai montré ici, est public, et ce, de la propre volonté de Dan. La quasi-totalité des fichiers que
je vous présente ici ont été à un moment un moyen pour lui de montrer C'est ça ce qui est le plus bizarre, parce que, genre, il donne ses preuves par lui-même, enfin, c'est bizarre. Publiquement à des gens sur des forums ses trouvailles, et ce, aux dépens de sa famille. Si je n'ai pas censuré son nom, c'est qu'il l'a toujours clamé haut et fort. J'espère sincèrement avoir fait un portrait qui n'est pas trop intrusif de cette situation. Si on peut être rassuré qu'il n'y ait pas d'histoire de kidnapping derrière ces vidéos, il est clair que personne par contre ne s'attendait à tomber sur un tel drame familial. La première fois qu'ils sont allés sur le site horselove.com. Aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment plus d'informations ou de nouvelles de la part de Dan Judd. Alan a l'air de continuer à faire sa vie du mieux qu'il peut, en marge du reste de la famille, et j'espère du fond du cœur que toutes les personnes impliquées dans cette histoire trouveront de l'aide. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'en fout de l'outro, voilà. On va passer en mode... Voilà, c'est bon. On va passer en mode caméra. Du coup, j'espère que ce finding, cet épisode réact sur Feld Up vous aura plu. Je sais que c'est un live court. En ce moment, je fais des lives courts. Ça, ils font plus de 2 heures mes lives. C'est normal. Voilà, j'ai baissé la cadence parce que là, sur ma chaîne principale, je prépare une vidéo. C'est pour ça. Voilà, je prépare une petite vidéo. Du coup, c'est pour ça que en ce moment, j'ai moins de live. Il y a eu moins de live. Et les lives sont un peu plus courts. Mais c'est pas grave, 30 minutes c'est rien, voilà. Notez ce magnifique décor, comme toujours. Voilà, petit Valorant, petit pot de fleurs. Gojo et Tsukuna. Voilà, Gojo et Tsukuna. Et YouTube et Twitch. D'ailleurs, allez me suivre sur YouTube. Voilà, le lien est juste ici. Voilà, vous tapez Twidgy, @Twidgy sur YouTube. Et vous me trouvez. Ou aussi, vous avez dans la bio tous mes liens, genre mon Twitch, mon Discord, mes 3 chaînes, parce que j'ai une chaîne VOD où il y a toutes les rediffs de mes lives, ma chaîne off où je fais des vidéos sur le gaming, tout ça, et ma chaîne principale où je fais des sketchs et des vidéos IRL. Bref, dormez bien, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oula, j'ai failli. J'espère que ce live vous aura plu. Passez une bonne soirée, bonne journée. On vous souhaite une bonne rentrée, ceux qui sont avec moi en semaine B. La semaine C, je vous... Allez, bye tout le monde. Bye. Ouais, je vous aime quand même.